Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 439 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour débriefer une nouvelle semaine de NFL. À mes côtés, pour parler de ce qui s'est passé en semaine 5, et Grégory Richard, bonjour. Bonjour Alain, bonjour Raphaël et bonjour à tous. De retour de Londres, tu as bien bronzé, parce que c'est souvent ce qu'on fait en Angleterre. Tout à fait. Figure-toi qu'il faisait meilleur en Angleterre qu'en France, en tout cas, de ce que j'ai vu ces derniers jours. Donc voilà, c'était au moins 7 gagnés, on va dire. D'un point de vue météo, on n'était pas perdant. Bon, quelques jours de soleil britannique, on en reparlera évidemment. Raphaël Masmejean est là, bonjour Raphaël. Salut à vous. Les Bills sont en feu, les Chiefs sont en galère, Justin Herbert superstar, les Ravens qui flambent aussi, les Raiders, Broncos et Panthers, eux qui ont un peu plus de problèmes, sans oublier évidemment les matchs de Londres. C'est le débrief de la semaine 5 qui arrive, mais avant ça, détour par les news. Live from Studio 3C in Rockefeller Center, this is Today in New York. Avant de parler match, messieurs, il faut parler malheureusement extra sportif. John Gruden n'est plus le coach des Raiders. C'est la bombe qui est tombée dans la nuit de lundi à mardi. Très honnêtement, on ne l'avait pas vraiment vu venir au réveil. Le coach démissionne après les révélations du New York Times et du Wall Street Journal, des emails dans lesquels Gruden se montre raciste, homophobe, misogyne sur une période de 2011 à 2018, des emails dans lesquels il insulte notamment Roger Goodell, plusieurs propriétaires de franchises, des emails aussi dans lesquels il se plaint de la politique de prévention des commotions cérébrales mise en place par la Ligue, et surtout des emails dans lesquels il aurait échangé des photographies des cheerleaders des Redskins à l'époque topless, dans une affaire où elles auraient été plutôt forcées à faire des photos topless. Donc ça, c'est une autre affaire quasiment à côté où les Redskins étaient accusés d'avoir contraint leurs cheerleaders à poser seins nus, qui rejoint l'affaire Gruden. Messieurs... On rappelle que c'est le frère de Jay Gruden. Le frère de Jay Gruden qui a été coach des Redskins aussi. Ouais, voilà, qui a eu quelques problèmes il y a un petit peu, ça de mémoire. Voilà, j'essayais de faire le résumé un peu global pour qu'on n'ait pas à rentrer dans tous les détails scabreux de la chose. On va faire simple, plutôt dans le constat, messieurs. Sa position devenait quand même intenable avec le flot de révélations qui va en fait donc de 2011 jusqu'à 2018, qui est l'année de sa prise en poste aux Raiders. Oui. Raphaël, donc c'est intenable sur le total, on est d'accord? Oui, sur le total, c'est intenable. Ça devient intenable parce que de ce qu'on comprend aussi, le New York Times, etc., enfin, il y avait encore des documents accablants, qu'une partie n'a été sortie, donc et la Ligue visiblement faisait comprendre à John Gruden que s'il ne démissionnait pas, d'autres choses allaient sortir. Donc, bon, visiblement, de toute manière, il ne pouvait pas tenir. Forcément, derrière, par rapport et tant mieux par rapport à l'époque où on est, machin, c'est plus. Je suis pas sûr qu'à une époque ce soit acceptable autant de choses, mais là, ça allait peut-être encore moins qu'à un moment. Tout est sorti, donc voilà, c'était plus tenable et tant mieux à quelque part. Et puis, Grégory, il faut quand même préciser, parce que bon, il y a évidemment le contenu raciste, homophobe, misogyne, qui est évidemment totalement condamnable. Et si en plus on rajoute quand même le côté très professionnel de la chose, il a quand même insulté le patron de la ligue dans laquelle il bosse et la moitié de ses employeurs potentiels, qui sont les propriétaires NFL. Donc, dans tous les cas, c'est quand même particulièrement idiot de sa part, en plus d'être idiot déjà sur les critères précédents. C'est ça, si tu veux, on peut dire qu'on a presque tout faux sur le fond et sur la forme, parce que j'ai pas dans l'idée que tous les membres des coaching staff en NFL soient des gens fondamentalement raisonnés. Je pense qu'il y en a 2-3 qui doivent être un peu étroits d'esprit. Maintenant, voilà, de là à aller carrément le formuler par mail. Je pense que autant aller sur le bord du terrain un jour de match avec une pancarte pour dire clairement ce qu'il pense. Donc, au bout d'un moment, c'était forcément voué à ressortir ce genre de choses. C'est sûr qu'il y a des sujets un petit peu lourds. Tu parlais, il y a le côté forcément misogynie avec l'histoire notamment les cheerleaders de Washington, où c'est un sujet quand même assez lourd, qui avait déjà pas mal touché la football team il y a quelques mois de ça.
Et puis, je ne peux pas me retirer de l'esprit le fait que voilà, on reste quand même dans la continuité du mouvement, de la suite du mouvement Black Lives Matter, avec en effet des propos un peu condamnables. Je crois savoir qu'il y a eu des sorties notamment sur sa volonté de dégager Eric Reed suite à son soutien de Oui, Colin c'est vrai. Kaepernick. Oui, aussi. Voilà, il y a encore une fois, il y a énormément de choses, mais ça touche aussi des sujets extrêmement sensibles. Voilà, tu as parlé de Roger Goodell, il a quand même particulièrement ciblé également le président du syndicat des joueurs qui vient à peine d'être élu d'ailleurs, Aussi. DeMaurice Smith. Donc voilà, forcément, il y a énormément de choses qui le fragilisaient. Et bon, pour lui qui coachait encore une équipe invaincue il y a à peu près une semaine de ça, avant le Monday Night contre les Chargers, c'est allé extrêmement rapidement le retour de bâton. Alors voilà, c'est allé extrêmement vite pour les Raiders, qui en effet était une des bonnes surprises du début de saison avec 3 victoires, 0 défaites. Ils se retrouvent maintenant à 3 victoires, 2 défaites. Plus de coach. On rappelle d'ailleurs, il avait signé en 2018 pour 10 ans et 100 millions de dollars. On ne connaît pas encore exactement les conditions de sa démission, parce qu'apparemment, de mémoire, le contrat est entièrement garanti en plus. Est-ce qu'il y en a... S'il y a faute grave, je sais Voilà. pas s'il y a un... Bon, je suppose, hein, Bon, mais il doit y avoir des clauses, quoi. on ne connaît jamais les clauses. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est Rick ou Rich d'ailleurs, Rich Bisaccia, l'entraîneur des équipes spéciales qui prend le relais. Ils font comment? Alors on rappelle quand même, dans le staff, il y avait Tom Cable, Gus Bradley, Ron Marinelli, qui sont tous les trois des anciens head coach, mais qui n'ont pas été promus et qui laissent la place donc à Rich Bisaccia, entraîneur des équipes spéciales, coach de 61 ans en NFL depuis 2002. Est-ce que quelqu'un d'ailleurs en connaît un peu plus sur le profil? Ça a l'air d'être un proche de Gruden parce qu'il commence à Tampa en 2002, hein, donc a priori dans le même esprit. Oui, je pense. Alors moi, je t'avoue, j'ai perçu ça avant tout peut-être comme une volonté de peut-être pas switcher, parce que tu parlais notamment de... Alors ça aurait pu être Marinelli, par exemple, en effet, ou un coach de position, en l'occurrence, en effet, qui a déjà eu une expérience. Moi, je me suis demandé si c'était pas en effet dans la volonté peut-être de pas trop déstructurer le coaching staff en essayant de promouvoir un coordinateur et de tout réorganiser derrière. Après, ça me paraît quand même un peu curieux parce que j'aurais peut-être tenté à la place de l'organigramme des Raiders de voir un petit peu ce qu'aurait pu donner un coach cette année-là, parce que je ne suis pas sûr que Bisaccia sur le long terme ce soit viable dès l'année prochaine. Déjà, ne serait-ce que d'un point de vue âge, en effet, de par le parcours. Après, on peut avoir une bonne surprise du côté de Las Vegas. 61 ans, il a encore 15 ans de moins que Pete Carroll. Voilà, c'est pas le meilleur profil. Je ne sais pas si, par exemple, Cable et Marinelli, ça aurait été ça. Ça va en contradiction à ce que je disais il y a 2 secondes, mais j'aurais bien aimé voir ce qu'aurait pu donner par exemple à Greg Olson, coordinateur offensif, dont on vantait pas mal de choses sur ses passages ces dernières années. Mais voilà, a priori, si Bisaccia est promu à cette position-là, c'est qu'il a l'air de montrer des choses au niveau du coaching staff et qu'en effet, il a peut-être la même mentalité footballistique, en tout cas, que Gruden, donc il peut peut-être poursuivre dans la lignée de ce qui avait été commencé par la franchise du Nevada. Raphaël, on est du coup déjà dans une année de transition en fait? Bah, il ressemble clairement. Enfin, à partir du moment où le coach part comme ça en plein milieu d'aventure, j'ai envie de dire, t'es dans une année. Alors, transition, peut-être pas d'un point de vue sportif, parce que malgré tout, s'ils arrivent à tenir mentalement tout ça, ils peuvent accrocher les playoffs et ça sera mieux que l'an dernier et tout ça. Donc, il y a quand même des bases qui font que l'an prochain, tu repars pas de zéro pour le coup. Le nouveau coach ne repartira pas de zéro. Mais oui, forcément, un peu de transition parce que ce qui était prévu pour gérer l'équipe ne tiendra plus et part. Donc voilà, après, moi, je pense que, un peu comme Greg, que le coordinateur d'équipe spéciale, ça a peut-être le mérite de permettre vraiment aux coordinateurs défensifs et offensifs de rester concentrés sur leurs tâches, sur ce qu'ils ont à faire et peut-être avoir quelqu'un un peu moins sollicité du fait de son poste qui peut avoir un peu plus de recul sur le reste de l'équipe et peut-être aussi d'un point de vue, je sais pas, peut-être d'un point de vue médiatique, c'est peut-être moins galère d'envoyer un ancien coach aller s'exprimer sur Gruden que, je sais pas, il y a peut-être... il y a plein de raisons possibles. Alors sportivement, est-ce qu'ils peuvent continuer du coup sur cette lancée? John Gruden appelait les jeux offensifs, si je ne dis pas de bêtises, hein. Donc il va y avoir aussi ça à surveiller sur les prochains matchs. C'est une attaque qui tournait très très bien, c'était une des meilleures attaques de la ligue pour le moment. Donc ça va aussi être une des clés. La défense tournait bien au début de la saison et ça peut continuer puisqu'on a dit qu'on gardait le même coach, mais le changement au niveau des appels de jeu va peut-être quand même être intéressant aussi. Si c'était bien le cas, oui, en effet, forcément, ça va pas être
Ça va pas être négligeable. Après, je sais pas si tu comptais enchaîner sur la prestation des Raiders ce week-end, mais bon, en On va en l'occurrence, je sais pas parler si dans les matchs, ouais. ouais, je sais pas si c'était déjà dans les esprits, mais il y a déjà un petit C'était pas, ralentissement en c'était l'occurrence. pas forcément idéal en effet Ouais. sur les choix de jeu de cette semaine et de la semaine précédente. Après, je pense que voilà, il y a une voie royale pour Peterman de toute façon. Je pense que c'est le moment ou jamais pour le lancer pour ce nouveau cycle à Las Vegas. Un petit mot, on va pas dire une oraison funèbre, hein, mais pour la carrière quand même de John Gruden, qui est un coach qui était très 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 coté en début de carrière, au début des années 2000 quand il gagne le titre avec Tampa en 2003. Son deuxième passage aux Raiders, c'est 4 victoires, 12 défaites, 7-9, 8-8, 3-2. Ça s'arrête là. En carrière, c'est 117-112 en saison régulière. Est-ce que c'est un si grand coach que ça? Je pense qu'il a beaucoup capitalisé forcément sur ses premières années à Tampa et le gros travail, je trouve, qui avait déjà été fait en amont par Tony Dungy. Il ne faut pas oublier que Tony Dungy va déjà en playoff avec Tampa les années précédentes. Je crois qu'ils perdent en finale de conférence, notamment contre les Rams de mémoire, l'année où Saint-Louis remporte le Super Bowl. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'actes manqués, on dira, pour le Tampa de Tony Dungy. Et même si ça a été très fort pour John Gruden de réussir à capitaliser, peut-être d'apporter une attaque un peu plus séduisante, et ce qui manquait en l'occurrence à Tampa avant qu'il arrive. Mais ouais, sinon, même son passage à Tampa, après les 2-3 premières années, n'a pas non plus été flamboyant, même si on sait que Tampa a lâché quelques tours de draft, notamment pour aller le chercher. Donc, ouais, après, très clairement, sur son passage de ces dernières années chez les Raiders, tu vois qu'il y a quand même une progression. Il y a une Les progression, premières on va années ne dire. sont pas top, mais parce que clairement, les Raiders avaient choisi de partir d'une feuille blanche, justement, pour lui donner les pleins pouvoirs, avec notamment cette controverse, le trade de Khalil Mack, etc. Mais on voit en tout cas que ça avait fini par porter ses fruits, même si ça avait pris beaucoup de temps à se mettre en place. Ouais, ça a pris quand même trois saisons. Raphaël, quel bilan toi tu tires de John Gruden aux Raiders? Alors, du coup, je sais pas si c'est que lui, parce que tu as aussi le rôle du GM, du manager général dedans. Donc, Qu'il a plus ou moins choisi, hein. Ouais, oui, oui, non, mais bon, après ça, on pourra oui, on pourrait aller plus loin dessus, mais malgré tout, effectivement, et je trouve qu'il a mis des bases intéressantes et assez solides sur l'équipe. Après, bon, voilà, Parce que tu vois, c'était au pas final, brillant, mais ils sont pas. au final, ils étaient déjà en playoff quelques années avant avec Jack Del Rio, quoi. Donc, je sais pas s'il y a une énorme différence, en fait, quoi. Ils ont démoli, reconstruit pour revenir au même point, en Oui, fait. oui, oui. Après, tu vois, l'année dernière, il ne faut pas oublier qu'il commence bien la saison. C'est juste qu'après, Ouais. il s'écroule parce qu'il y a un effectif jeune et pas suffisamment profond. Mais ouais, non, je merci tout est. Puis après, voilà, je suis un peu critique, mais sa période 98-2001 avec les Raiders, il va en finale de conf. Hmm. Ou je dis une bêtise, la Tuck Rule, je ne suis pas sûr que ce soit en finale Non, de c'est conf, au je crois que c'est en premier tour. demi-finale. Ouais. Mais je me demande s'ils font pas une finale dans la période des 3 ans. Bref, mais voilà, après, c'est un coach, encore une fois. Après, tu le disais, c'est vrai qu'il y avait ce côté un petit peu caricatural où, en effet, c'était un jeu un petit peu à l'ancienne, qu'il a longtemps incarné, même si ces derniers temps, Cette ça avait année, l'air d'être c'était un un petit peu peu moins moins quand le même. cas. Ouais. Voilà, on a vu que ces choix de coordinateur défensif, notamment, ont beaucoup plombé Las Vegas justement ces dernières années. Et là, clairement, on sentait quand même un petit renouveau. Un renouveau qui, malheureusement, prend déjà du plomb dans l'aile parce qu'il va falloir de nouveau reconstruire du côté de Las Vegas. Ouais, c'est une nouvelle saison qui commence quasiment pour les Raiders. Nous, on va passer au match de la semaine. Hi, this is Darren Waller from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. On va reparler des Raiders, on va reparler de leur performance, mais d'abord, on va commencer avec l'affiche de la semaine entre les Chiefs et les Bills. 20 pour les Chiefs, 38 pour les Bills. 4 victoires de suite, notamment contre les Ravens et maintenant les Chiefs. Est-ce que les Bills sont officiellement la meilleure équipe en NFL actuellement, Raphaël? Ouais, toujours, c'est. Toujours. Il faut se mouiller faut lancer l'émission. Écoute, en tout cas, ils y ressemblent, hein. Ils sont très très costauds en défense avec un groupe extrêmement profond et des joueurs qui arrivent à performer. Et en attaque, on commence depuis 2-3 semaines à retrouver le rythme offensif qu'ils avaient l'an dernier. Donc oui, ils ont une tête de pour le moment meilleure équipe de l'AFC, oui, de la NFL sans doute, oui. Ils sont première défense, 8e attaque. Josh Allen qui monte en puissance. Greg, il y a tout là. Josh Allen MVP, Buffalo au bout, tout va bien.
Oui, oui. Alors, pour répondre à la question que tu as posée à Raphaël, comptablement, non. Mais c'est sûr qu'en l'état, oui, il y a une dynamique qui confirme, en effet, avec la manière en plus, parce qu'en effet, ils marquent souvent une trentaine, une quarantaine de points. Mm. Ils en prennent quand même relativement peu. Et là, ils ont réussi quand même à provoquer encore pas mal de pertes de balles de la part de Patrick Mahomes. On a vu qu'il y avait des pertes de balles un peu fâcheuses de la part de Mahomes depuis le début de la saison. En tout cas, Buffalo est capable de capitaliser dessus, a été capable de le faire en tout cas, malgré un premier drive qui pouvait laisser penser que ça allait être plus compliqué que prévu. L'année dernière, on insistait beaucoup sur le fait que sur les matchs où Matt Milano n'était pas là, c'était plus compliqué. Voilà, même sans lui, en l'occurrence, le danger est venu d'à peu près partout, avec notamment un pass rush qui a été extrêmement intimidant. Donc oui, ça confirme en tout cas que Buffalo est extrêmement complet. Euh, le jeu au sol en attaque n'est pas encore parfait, mais il n'était pas non plus l'année dernière quand ils sont allés en finale de conf. J'allais dire que c'est un match qui a dû plaire à Raphaël parce que c'est les deux quarterbacks qui sont les meilleurs coureurs de leur équipe. Donc pas besoin de running back. On s'en fout. Mais voilà, en tout cas, oui, tout est au beau fixe et ça confirme que Buffalo est sans doute, en tout cas, l'équipe la plus fringante et sans doute la meilleure à l'heure actuelle, au moins de la conférence américaine. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'ils gagnent en jouant 25 snaps offensifs de moins que les Chiefs. Josh Allen a lancé que 26 passes, il en a complété 15. Je sais pas, tu vois, Raphaël, sur le scénario, si on t'avait dit ils vont battre les Chiefs en complétant que 15 passes, c'est quand même assez étonnant sur les stats. Oui, oui, c'est en partie étonnant, mais j'ai envie de dire peut-être un peu moins, vu ce qu'on voit de la défense des Chiefs depuis le début de saison, qui, en étant incapable de stopper personne sur aucun drive, Oui, c'est vrai que tu bah, as moins de snaps à jouer. ouais, mécaniquement, s'il te suffit de 4 drives pour aller marquer des touchdowns, bah, et que tu en marques sur chaque, bon, bah, ça commence à faire la différence. Donc, peut-être pas tellement surpris par ça à cause du niveau de la défense de Kansas City. Et je pense qu'on va peut-être aller un peu plus loin après dessus, mais oui, bon. Donc, plus impressionné par la performance défensive des Bills, alors à la limite. Parce qu'ils ne blitzent pas une seule fois, mais ils ont 11 pressions, 2 sacs et 4 turnovers forcés quand même. Oui, 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 plus impressionné par ça en tout cas. Et vraiment, encore une fois, moi, c'est le côté rotation qui m'impressionne le plus. Où on a l'impression que quand des remplaçants, ou peut-être pas tellement des remplaçants d'ailleurs, plus des joueurs par rapport à la situation, par rapport à ce que l'équipe adverse propose, j'ai l'impression que ça joue bien à ce niveau-là. Donc c'est peut-être plus la prestation effectivement défensive de Buffalo. Plus que celle offensive qui est très bonne et il n'y a rien à redire. Mais là, la défense des Chiefs, c'est tellement à la rue que, bon. Et Greg, juste pour finir sur la défense des Bills, ça doit faire plaisir, Grégory Rousseau qui performe, qui fait des bons trucs. Quand est-ce qu'on commence à sortir les blagues et les surnoms, genre le douanier qui laisse passer personne, la frontière et tout ça? Non, non, mais en tout cas, c'est vraiment une très, très, très bonne chose, hein. Je le reconnais sans aucun souci. J'étais un petit peu sceptique sur sa capacité à s'adapter en NFL. Et là, on voit que non seulement, outre son profil polyvalent, que lui permet notamment son étonnant gabarit, voilà, ça lui offre également une densité un volume de jeu, je vais y arriver, assez conséquent. Et là, en l'occurrence, voilà, il est capable de mettre la pression, d'intercepter, d'être constamment visible en tout cas et nuisible au quarterback adverse. Et c'est une très très bonne chose pour Buffalo, pour vraiment, comme le disait Raphaël, installer une rotation et une capacité à être dangereux sur n'importe quel snap pour le quarterback adverse. Raphaël, quand tu dis la défense des Chiefs, mais en fait, est-ce qu'on a appris quelque chose? Ils sont toujours juste aussi catastrophiques, quoi. Là, ça a encore touché un niveau, je trouve, qu'ils avaient. L'an dernier, ils ne me faisaient pas cette impression-là en défense. Ils ont eu des soucis défensifs l'an dernier, mais je trouve que par rapport à l'an dernier, c'est quand même très, très compliqué. Il y a plus de pass rush du tout. Alors là, sur ce match, Chris Jones est absent, donc bien sûr, ça ne les aide pas. Mais bon, tu peux ne te baser que sur un seul joueur, c'est compliqué. Les linebackers sont complètement perdus sur la course. C'est quand même l'équipe qui autorise les running back adverse à faire le plus de yards avant contact. Même pas sur les courses, mais avant contact, ils sont en moyenne, les coureurs adverses peuvent faire 4,5 yards avant d'être touchés par un joueur de Kansas City. Donc, c'est quand même une problématique en soi. Et même au niveau du backfield défensif, qui était peut-être pas si catastrophique que ça sur le papier. Là, c'est Daniel Sorensen est probablement le pire defensive back de la ligue à l'heure actuelle. Tous les autres sont en difficulté. Bon, ça commence à être inquiétant. Et je trouve, pour aller au-delà, c'est même inquiétant on a l'impression que Steve Spagnuolo a pas de solution. Il reste, tous les snaps sont joués de la même manière avec les quatre joueurs sur la ligne défensive.
On voit quand même des défenses qui, des fois, semaine après semaine, varient un peu sur des 4-3, 3-4, essayent c'est pas d'apporter très autre chose. élaboré, quoi. Bon, bah lui, il reste toujours sur ce schéma-là, que des couvertures en homme à homme. Bon, bah, quand ça prend l'eau, voilà, ça prend l'eau et ça le prend, mais sur les statistiques, ils sont plus mauvais que vraiment tout le monde et d'assez loin, en fait, ce qui est quand même assez inquiétant pour la suite. Instant psycho de comptoir, quand Andy Reid dit j'ai pas vu venir le truc, ils sont derniers de la division. Alors évidemment, on l'avait pas vu venir non plus. On va pas dire qu'on les voyait derniers de leur division après 5 semaines. Mais est-ce que c'est quand même pas le signe d'une équipe qui se repose un peu trop sur ses acquis depuis un an, qui perd encore 4 ballons, qui est l'équipe qui perd le plus de ballons en NFL actuellement? Il y a un truc quand même en attaque aussi, quoi. Patrick Mahomes dit il faut que je revoie ce que je fais. Il y a peut-être un moment où ils ont eu la vie facile pendant 2-3 ans. Mais là, il faut se remettre dedans, quoi, Greg. Oui, bah, c'est un peu ça. Et je ne dis pas que c'était déjà perceptible l'année dernière avec les fameuses émissions où je vous tannais sans arrêt. Le but du jeu, c'est pas de dire j'avais dit, j'avais dit. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que il y a beaucoup de matchs où ça passait parce que cette défense était beaucoup moins friable qu'elle ne laisse cette année et parce qu'en effet, ils avaient toujours cette capacité à marquer au moins un touchdown de plus. Donc, même en étant un petit peu bousculés pendant 3 quarts temps, ils avaient toujours la possibilité au moins de renverser la vapeur. Après, quand on regarde le calendrier, ils ont une fiche de 2-3. Leurs 3 défaites en soi, elles ne sont pas déshonorantes. Puisque tu regardes sur le papier, c'est Ravens, Chargers, Bills. 3 des équipes qui ont les meilleurs bilans dans la ligue, donc c'est pas non plus infamant en soi. Après, en termes de contenu, c'est sûr que c'est indigent et voilà. Et en effet, le fait de beaucoup se reposer sur Patrick Mahomes et de voir qu'aujourd'hui, bah forcément, dès qu'il tourne un petit peu moins bien, bah ça devient absolument catastrophique dès qu'il tombe sur une attaque qui est capable de faire un minimum avancer les chaînes. C'est sûr que là, il va falloir très clairement avoir la copie. Je ne sais pas si on attend avec impatience au moins la bye week du côté des Chiefs pour essayer de mettre un peu plus d'ajuster un peu plus de choses en amont. Mais je pense qu'elle va faire du bien parce que là, ouais, très clairement, j'ai du mal à voir comment, surtout dans leur division, même si, bon, du côté des Raiders, par exemple, concurrent de division, il va y avoir un petit peu de remous. Voilà, il va y avoir quand même pas mal de choses à corriger. On continue dans cette division avec les Chargers, justement, qui ont battu les Browns 47-42. C'était le festival offensif de la soirée, surtout un 4e quart-temps avec 21 points. Non, même plus d'ailleurs, j'ai mal calculé là. Les Chargers ont eu le dernier mot quand Cleveland n'a pas réussi à marquer sur son dernier drive, puisque Cleveland avait récupéré le ballon à 1 minute 31 de la fin. Ils ne sont pas allés au bout. Il y a eu un coup de sifflet sur une quatrième tentative qui fait très mal à Cleveland avec une interférence défensive un peu sévère, on va dire, dans l'euphémisme. Mais tout de même, je vois Raphaël est en train de hocher la tête en disant oui, elle était très sévère cette interférence défensive. Mais quand même, Raphaël, tu dois te dire que c'est la juste récompense pour une équipe qui est incisive. Brandon Staley a tenté le coup sur 4e tentative 3 fois et c'est passé à chaque fois. Je crois que c'est sur 4e et 8 d'ailleurs là qu'il y a l'interférence qui est sifflée. Ça, tu dois kiffer, c'est agressif comme jamais là. Oui, non, mais forcément, ça fait un petit moment que j'appelais à un peu plus d'agressivité parce que je sais que tout le monde n'est pas. Il y a beaucoup de choses à prendre et à ne pas prendre au niveau des statistiques, mais malgré tout, ces dernières années, beaucoup d'études statistiques avaient tendance à montrer que forcer un peu le destin sur les 4e tentatives pouvait aider à la victoire. Là, on a un coach qui a embrassé cette philosophie de manière complète. Alors, bien sûr, là, ça va peut-être faire un peu psychologie de comptoir et c'est quelque chose de pas perceptible, mais je pense que malgré tout, être dans une dynamique où le coach montre qu'il croit totalement en ses joueurs au point de prendre ces risques-là, je pense malgré tout que ça crée quand même un effet positif dans le vestiaire et auprès des joueurs et de se dire, OK, on y va, on croit en nous, allons-y, on se dépasse. Enfin, je pense qu'il y a quand même un effet positif là-dessus. Et c'est ce que Brandon Stanley dit aussi, c'est qu'il y a un moment, je trouve que c'est quand même une logique qui, moi, me semble assez implacable. Pour gagner le match, je mets le ballon dans les mains de mon meilleur joueur, c'est-à-dire Justin Herbert. Ah bah cette semaine, c'est pas les kickers en plus. Et je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans d'assez logique. Et effectivement, quand tu vois le nombre de skill players qu'il y a du côté des Chargers, quand tu vois Justin Herbert qui est précis, qui vraiment fait une vraie belle deuxième saison, et une ligne offensive qui a eu peut-être un peu plus de mal sur ce match-là, notamment après la blessure de leur garde titulaire. Mais voilà, ils ont des armes, ils tentent le coup, et pour le moment, ça leur sourit. Alors peut-être qu'il y a un match où ça ne va pas passer, probablement, mais j'espère qu'ils continueront dans cette dynamique.
Après, tu parlais psychologie, mais je pense qu'aussi, quand tu joues 3 4e tentatives par match, bah forcément, tu es plus relâché quand tu les joues que si tu en joues une toutes les 3 semaines, quoi. Donc, il y a ça aussi, à force d'en jouer, ça devient plus facile, entre guillemets. Herbert, 398 yards, 4 touchdowns, aucune interception. Il aura encore une copie quand même assez incroyable. Je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie en disant qu'il a été choisi derrière, tu as Tagovailoa. Mais je le dis quand même. C'est le meilleur. Moi, j'ai l'impression qu'il a donné un coup de vue à Baker Mayfield sur ce match alors qu'ils n'ont que 3 ans d'écart. Je ne sais pas pour toi, Greg, qui les a vus aussi à la fac. Oui, bon, après, Baker Mayfield fait pas un mauvais match en tant que tel, mais oui, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, encore une fois, ça peut toujours paraître injuste par rapport aux autres quarterbacks qui arrivent dans la ligue parce que du coup, on en demande énormément, mais Herbert, c'est un peu comme Mahomes. C'est un joueur qui a été tellement phénoménal d'entrée et qui continue de l'être à l'heure actuelle que c'est compliqué. Sans dénigrer, alors tu parlais de l'interférence assez sévère sifflée au joueur des Browns. Je me demande si les arbitres n'étaient pas étonnés qu'il y ait un défenseur aussi près d'un receveur des Chargers, parce que du coup ils ont acheté un mouchoir. Parce que franchement, sur ce match-là, tu l'as dit, c'était porte ouverte, mais alors le backfield défensif des Browns, qui n'a pas toujours été catastrophique cette saison, là en l'occurrence, ils ont laissé des boulevards, notamment à Mike Williams. Voilà, c'est peut-être là aussi, ça a clairement permis aussi de mettre en confiance le jeu aérien des Chargers. Mais après, je rejoins totalement Raphaël sur le fait de ça continue sur cette dynamique, sur cette insouciance qui était déjà incarnée par Herbert l'année dernière. Et là, en plus, si le coach se met au diapason de ça, pour l'instant, ça fait un duo absolument détonnant et qui va être compliqué à déboulonner toute la saison. Un mot sur l'attaque des Browns. Je sais qu'ils n'ont pas été aidés par les arbitres, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas quand même s'en prendre un peu à eux-mêmes? Ils sont timides, notamment sur la dernière possession. Il y a des passes courtes, ils se retrouvent très loin, en fait, obligés de tenter des passes impossibles. Alors, il y a toujours un match monstrueux au sol, hein, ils ont 230 yards, mais quand il faut aller chercher les matchs, c'est pour ça que je dis qu'il a mis un petit coup de vue à Baker Mayfield. J'ai l'impression qu'il a moins ce coup d'accélérateur possible, ou alors est-ce que c'est parce qu'il manque de receveurs aussi? Parce que c'est Tyden qui sont ses meilleurs receveurs sur ce match. Alors, Raphaël hoche la tête, je vais le laisser. Ouais, non, mais je pense qu'effectivement, enfin, moi, personnellement, je n'irais pas tout mettre sur le dos de Baker Mayfield. Je pense que, comme tu le dis, il y a une part de play calling qui me semble peut-être pas aussi ingénieux, aussi construit, aussi intéressant que celui de San Diego, de Los Angeles sur ce match. Je crois que j'y arriverai jamais. Mais, et effectivement, on sent qu'au niveau des receveurs, il y a Odell Beckham est plus que l'ombre de ce qu'il fut un temps, qui commence à remonter. Il en drop une importante, je crois. Ouais, il en drop une. Ouais, non, effectivement, au niveau des cibles, c'est pas évident. Après, je suis partagé entre le fait qu'il est pas de cible et le fait qu'il n'arrive pas forcément à nouer de connexion avec. Parce que David Njoku, sur ce match-là, fait un bon match, mais on voit que sur le reste de la saison, parfois, il a du mal à le trouver. Donc, il y a toujours un petit manque, j'ai l'impression, de synchronisation entre Baker Mayfield et ses receveurs. Il aime bien Jarvis Landry, mais là, il est blessé, donc ça va être compliqué. Bon, c'est pas encore le nouveau Alex Smith, alors Greg, ça va, Non, mais de toute façon, ça revient un petit peu à ce qu'on disait récemment, c'est-à-dire que voilà, c'est un game manager plus. Là, en l'occurrence, il a quand même réussi à suivre le rythme et il a aussi permis quand même, parce que c'est sûr que on dresse de laurier mérité les Chargers sur ce match-là, mais en l'occurrence, ils ont fait la course derrière, ils ont fait la course derrière le score pendant tout le match. Hein, donc voilà, si Cleveland gagne, on ne tombe pas de notre chaise non plus. Voilà, déjà, ils arrivent à sortir David Njoku qu'on n'avait quasiment pas vu depuis le début de la saison. Donc voilà, s'ils arrivent, comme l'année dernière, à sortir bon an mal an des receveurs quand leurs stars ne sont pas là, c'est bien. Mais voilà, c'est sûr qu'il va falloir que tout le monde soit un minimum au même niveau, que ce soit attaque et défense. Que là, la défense a clairement plombé les espoirs des Browns. Sauf le pass rush quand même. Gros match, je trouve, de leur par pass intermittence. rush. Après, je suis d'accord avec toi, ça reste quand même performant, mais ouais, ça a été plus par intermittence en l'occurrence, alors que vraiment, ces dernières semaines, ils étaient, c'était une pression quasi constante, je trouve. Là, c'était un peu moins le cas, mais encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, la O-line des Chargers a aussi fait le boulot, et Herbert est capable de lancer suffisamment rapidement pour trouver ses cibles aussi. Raiders 9, Bears 20. Première titularisation pour Justin Fields, première victoire. On ne va pas se mentir, c'est quand même avant tout un succès défensif. Ils ont réussi une énorme performance en limitant les Raiders à 259 yards. Khalil Mack a 4 pressions, 1 sac, 8 plaquages contre son ancienne équipe. Est-ce que les Bears vont encore gratter un bilan quasiment équilibré, voire playoff, grâce à des matchs comme ça qui sortent avec la défense de temps en temps et un quarterback qui fait les minima? Alors, est-ce que vous êtes convaincu par Justin Fields sur ce match? 12 sur 20, 111 yards, un touchdown. Ça reste un petit match. C'est une petite attaque encore pour Chicago.
Oui, non, je suis pas convaincu, quoi. Mais bon, après, si sa période d'adaptation coïncide, enfin, en tout cas, si sa période d'adaptation est plus ou moins occultée dans un premier temps par l'excellent niveau défensif, parce que ça, c'est quand même extrêmement bluffant. C'est-à-dire qu'il y a des Mm. joueurs qui changent et des coordinateurs qui changent. Alors, certes, John Desai, le coordinateur défensif de cette année, était déjà dans l'organigramme l'an dernier, mais arriver à garder une telle constance et une capacité à être vraiment dangereux sur chaque action pour une équipe qui s'est pas mal renouvelée, qui, on le rappelle, a perdu notamment Kyle Fuller, par exemple, sur le poste de cornerback à l'intersaison. C'est quand même assez bluffant. Donc, oui, je te rejoins. C'est sûr que les Bears, ça ne vend pas le même rêve, le même spectacle que les Bills ou les Chargers dont on a parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, même si pour moi, Matt Nagy est toujours menacé parce qu'on attend qu'il apporte aussi ce petit plus offensif, voilà, Chicago continue de se battre avec ses armes et globalement, quand ils gagnent avec la défense, ils font pas semblant. 3 victoires et les 3 victoires, c'est des prestations défensives abouties de bout en bout. Il n'y a qu'en première semaine face aux Rams de mémoire où Mm. ils ont globalement lâché défensivement. Surtout qu'avec les Vikings et les Lions de leur division, Raphaël, Ah oui, ils vont regretter. Hein. il y a des victoires à prendre, c'est sûr. Après, de toute manière, c'est quand même un petit peu ce qu'on avait dit avant le début de la saison de Chicago. On se doutait qu'il y avait une défense solide qui permettrait d'aller gratter des Mm. matchs et on attendait de voir comment allait marcher l'expérience Andy Dalton ou Justin Fields suivant d'où tu te places. Euh, Ouais, donc voilà, quand ils sont face à une attaque qui des fois est balbutiante, et on sait que par exemple Derek Carr, quand il est sous pression, ça devient un poil plus compliqué, et là ils lui ont quand même mis la misère une bonne partie de la soirée. Bon, bah derrière, ils ont pu développer leur jeu. Bon, Justin Fields, je l'ai trouvé pas si mal. Bon, Ouais. j'ai pas vu d'énormes erreurs de lecture. Moi, juste, je me demande, puisqu'encore une fois, Alain t'en plaisantait, mais je me demande à quel point la communication de Nagy joue pas un rôle aussi là-dedans. Parce que mettre ton rookie, qui est un peu le trouillomètre, en se disant si je me loupe, bah, de toute façon, à tout moment, on va remettre Dalton, etc. etc. Je ne sais pas si c'est les meilleures dispositions. C'est peut-être pas les seules conditions qui font que Alors ça y est, je c'est crois qu'il pas a officiellement, régulier, mais il l'a officiellement confirmé comme titulaire bah, il jusqu'à serait nouvel peut-être ordre. temps quand même. Ah oui. Ok. Bon, les Raiders, 10 pénalités dans ce match, un début de match raté, beaucoup de pression sur Derek Carr. En effet, il y a eu un peu de, il y a encore eu un peu de course qui a coincé. Bon, on l'a dit, John Gruden ne sera plus là maintenant pour régler ça, mais c'est quand même bien retombé, même offensivement. Est-ce que c'était juste un accident de parcours face à des très bons Bears ou est-ce qu'il y a vraiment des signes qui alertent pour cette attaque? Je vous vois tous les deux faire une moue étrange. Raphaël, tu hésites? Non, mais j'hésite dans le sens, pareil, je trouve que ce qu'on voit d'eux, sur certains aspects, c'était un peu ce à quoi on s'attendait, un backfield défensif pas forcément plutôt en difficulté quand le pass rush n'arrive pas à mettre de pression, et ça a été le cas sur ce match, et peut-être que Yannick Ngakoue et Max Crosby ne pouvaient pas faire toute la saison au niveau qu'ils avaient commencé sur les 3 premières semaines. Donc voilà, ça retombe un peu défensivement, pas trop de surprises, et offensivement, la ligne offensive, là, chacun des joueurs de la ligne offensive a autorisé un sac. Voilà, c'est une ligne offensive aussi. On avait des doutes sur elle avant l'intersaison. Elle avait bien commencé la saison. Là, c'est un peu plus elle rentre peut-être un peu plus dans le rang. Voilà, tout le monde rentre un peu plus dans le rang. Ça, du coup, je pense que ça va rester des Raiders embêtants à battre, qui vont être une bonne équipe et qui vont s'accrocher pour les playoffs. Mais ça montre que c'était une équipe qui est peut-être pas encore calibrée pour aller plus loin ou en tout cas aller aussi haut que certains les voyaient peut-être après 2 matchs. Voilà, Va peut-être falloir qu'ils commencent bien les matchs hein, quand même, parce que ça fait 3 semaines de suite où le début est très très poussif. Ils avaient commencé face aux Chargers avec un 0-21 contre Miami. Je crois qu'ils prennent 2 scores assez rapidement aussi. Et là, sur ce match-là, bon, en l'occurrence, ils mènent 3-0, mais dans un match où déjà l'attaque n'est pas non plus flamboyante et où l'écart se creuse assez rapidement quand même en faveur des Bears. Donc, c'est sûr que ça aide pas et ça met quand même rapidement le couteau sous la gorge de l'attaque pour éventuellement réussir à performer. Bengals 22, Packers 25 après prolongation. 5 field goals ratés en fin de match jusqu'à ce que Mason Grousmith décide à en mettre un en prolongation. Je ne vous cache pas que j'ai vécu un enfer. Après ça, est-ce que vous allez m'écouter et rejoindre le camp des gens qui veulent supprimer les kickers? J'ai vu, parce que j'ai cédé au chantage médiatique et j'ai vu Squid Game ce week-end, je propose un Squid Game des kickers. Franchement, ça me paraît bien. ce serait injuste juste pour si Justin Tucker s'en sort pas, tu vois, ça serait. On ne sait jamais, sur un coup de malchance, ça serait terrible C'est de vrai. perdre le seul bon kicker de la ligue quand C'est même. vrai. Et vous l'avez vu aussi, du coup, c'est ça?
Ouais. Enfin, Ouais, moi, Je oui. l'ai Mais... pas ouais. vu encore, mais Bon, je vois ta je... référence. sinon, on met des filets en dessous, tu vois, genre on fait pas pour de vrai, mais moi, je pense que J'ai ce tellement serait plus pensé à fun. vous quand même pour cette prolongation. Ah la Bah, vache, franchement, moi, pour la le coup, Alain, souffrance. je sais pas si je te rejoins complètement en disant qu'il faut retirer ça, mais pour moi, c'est la démonstration que quand tu as Aaron Rodgers en quarterback, pourquoi donner la balle de la victoire à un kicker? Ah ouais, va jusqu'au bout, quoi. Joue, va Alors, jusqu'au bout, mais on bon. est quand même passé à rien du tout de Bengals à 4-1. Je dis ça, Mhm. je dis rien. C'est vrai. Le duo Joe Burrow, Jamar Chase, c'est quand même quelque chose. 159 yards, un touchdown, 6 réceptions. Ils ont quelque chose de solide si Joe Burrow reste vivant le temps que des linemen arrivent. Parce que c'est un peu le. Bon, ils ont choisi Jamar Chase, c'est génial. Mhm. Et ils ont choisi de vivre un an en espérant que Joe Burrow survive. Mais s'il survit, ils ont une super connexion. C'est tout ce que je leur souhaite. Tu dis ça alors qu'il est sorti de l'hôpital Ben, c'est aujourd'hui. ça. Il a pris 14 sacs cette saison. Il y a seulement Derek Carr à 15, Zach Wilson à 18 et Ryan Tannehill à 20 qui font pire, pour vous situer. Après, j'entends ce que vous dites, mais est-ce que les Bengals aujourd'hui, avec Penny Sewell, auraient 3 victoires sans Jamar Chase? Non, c'est pour ça. Moi, C'était j'en un suis choix. pas. Hein. C'est un choix qui, à mon avis, paye comptablement pour le moment. Payera peut-être pas sur la longueur si Burrow se blesse, mais bon, c'est toujours pareil. On a vu aussi des quarterbacks derrière des lignes mauvaises ne pas se blesser et d'autres Ouais, et puis leur derrière. line n'est pas catastrophique depuis le début de la saison. Hein. Non, Oui, non, on En tout peut. cas, c'était oui, pour le C'est pas cliché. l'horreur, ouais, je suis oui. d'accord. Bon. Mais donc, du coup, c'est quand même une équipe sérieuse maintenant avec ce duo d'attaque incroyable. Greg, je reviens vers toi à chaque fois qu'on parle de Zach Taylor. Est-ce que tu commences à trouver ça légitime, Oui, legit? Alors, je répéterai la même chose et je t'avoue, ce match-là ne m'a pas du tout fait changer d'avis parce que je me suis dit, vu le scénario de la fin du match, je redis ce que j'ai dit la semaine dernière. Si Cincinnati a la possibilité d'aller chercher les matchs qui peuvent encaisser, tant mieux. Là, franchement, sur ce match contre Green Bay, ça se joue à rien. Hein. La preuve, ça a été vraiment. Je vais pas dire ils ont lancé la pièce, mais Et même leur ça kicker, aurait il pu croyait avoir tomber. gagné à un moment. Exactement, ça aurait pu tomber d'un côté ou de l'autre. C'est pas, voilà, c'est mal payé en plus pour McPherson qui fait un bon début de saison et qui là est vraiment passé à côté globalement de sa prestation au pied. Mais oui, non. J'attends de voir. Il y a encore des choses, je le répète, notamment le front seven n'est pas déshonorant du côté des Bengals. Je le répète, la O-line n'est pas mauvaise. En tout cas, voilà, elle fait des bien meilleures performances que ce qu'on a vu globalement sur ce week-end. Bon, voilà, ça m'inquiète un peu parce que je ne suis pas sûr que le calendrier, quand il va falloir jouer notamment les Ravens 2 fois et les Browns 2 fois, ça tourne tout le temps en faveur de Cincinnati. Donc voilà, être à 4-1, ça aurait été une excellente nouvelle. Les voir retomber à 3-2 avec en plus ce scénario-là, c'est un peu dommage et il faudra espérer pour eux qu'ils remontent la pente assez rapidement. Alors, c'est un match histoire de connexion receveur-quarterback parce qu'en défense, les Bengals, ils se sont fait démolir par Devante Adams, 11 réceptions, 206 yards, un touchdown. J'ai pas l'impression qu'on en parle souvent en tant que top talent pur receveur. Est-ce que c'est sa connexion avec un des meilleurs quarterbacks de l'histoire qui joue sur le rendement, sur le jugement? Est-ce que... Non, Raphaël? Ouais, t'es dit, on l'avait quand même très haut classé dans notre top 50 des joueurs. Ok. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde reconnaît globalement le talent de Davante Adams, mais Oui, je pense que maintenant, il est top 2 avec DeAndre Hopkins quand même. Très bien. Laquelle des deux défenses a le plus de boulot entre Cincinnati et Green Bay? Parce que là, il y a eu des yards qui sont passés dans les airs. Ça dépend où tu regardes. Les deux ont des galères au niveau du backfield défensif, mais pour des raisons différentes. Hein. Green Bay, on sait qu'il y a des problèmes de blessures. Cincinnati, il ne me semble pas que ce soit forcément le cas. Même si je suis sévère, il y a une interception d'Awuzie notamment. Mais bon, voilà, s'il y avait qu'une interception qui définissait le rendement depuis le début de la saison, ça se saurait. Mais oui, non, défensivement, forcément, je suis un peu plus rassuré par Green Bay que par Cincinnati. Mais je le répète, les deux équipes partent pas du même point. La défense de Green Bay était vraiment performante, notamment contre la passe l'an dernier, globalement contre la passe l'an dernier. Cincinnati, l'an passé, c'était quand même un sacré bordel, quoi. Un mot sur l'affiche du jeudi, messieurs, parce qu'il y a eu un énorme événement dedans. Seahawks 17, Rams 26, victoire des Rams, mais surtout blessure de Russell Wilson, touché à un tendon du majeur. Il sera de retour au mieux en semaine 10. Est-ce que leur saison est terminée? Ouf. Raphaël, je suis obligé de te laisser enchaîner là-dessus. Hein. Elle est compliquée. Elle est compliquée forcément. Ils ont un petit avantage, c'est que c'est un calendrier pas sur les 3 prochaines semaines qui pourrait être presque abordable si ça se passe bien pour Geno Smith. Alors, Steelers, Saints, Jaguars.
Ouais, tu vois, bon, c'est pas. Steelers et Saints sont tellement des équipes sur courant alternatif que, bon, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Après, Les Saints, ils sortent de bye week en plus, je crois, quand ils jouent Seattle. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble avoir vu ça. bon, en tout cas, voilà, le calendrier, disons que le calendrier aurait pu être pire et le 3 défaites assuré. Là, je ne suis pas certain qu'ils perdent les 3. Après, oui, ça complique la saison parce qu'après, est-ce qu'il ne va manquer que 3 matchs? Est-ce que dans quel été il va revenir avec un pouce? C'est quand même, enfin, c'est sa main de lancer. C'est quand même pas une question, enfin, c'est pas un sujet anodin. Donc ça paraît compliqué parce que ça fait tellement de temps qu'on voit que c'est l'attaque quand même de Seattle qui porte cette équipe vers la victoire et pas sa défense que c'est sûr que tu te dis là, sans Russell Wilson, je vois pas bien comment ils s'en sortent, quoi. Bah, j'espère que Geno Smith a beaucoup appris sur le banc ces dernières années parce que Il là, fait a pas, du il fait boulot, pas une hein. rentrée déshonorante, hein, Non, 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 non. contre les Rams, pour le coup, il est pas. Il est à 10 Bah, sur 17, Ouais, 131 yards, un touchdown, il une fait un gros interception. drive, notamment avec un touchdown de mémoire, mais Ouais. ouais, faut. Oui, sur la longueur, faut voir. Je Bien sens, sûr. Là, je sens Ouais, Greg en tout cas. moyennement convaincu par l'avenir de Ouais, Seattle. avec Magret, Russell Wilson. Attends, ouais. Stafford, il joue avec un doigt blessé. C'est vrai, c'est vrai. Non, Bon, je taquine, mais non, oui, c'est sûr que voilà, je vais pas répéter ce qu'a dit Raph, mais malheureusement, ça fait plusieurs années qu'on voit que Wilson est l'arbre qui cache la forêt, et là, j'ai un peu peur pour Seattle avec une défense aussi catastrophique et une attaque où globalement, ça manque de coureur numéro 1, la O-line n'est pas terrible. Oui, en effet, ça peut être c'est une équipe qui sera toujours dans les matchs parce qu'il y a toujours ce degré d'énergie supplémentaire qui arrive à apporter Pete Carroll malgré tout, malgré quelques choix tactiques un peu incompréhensibles de temps en temps. Mais ouais, je pense que là, ça va quand même être assez compliqué d'aller chercher les playoffs si Russell Wilson reste out pendant un petit moment. bon, les Rams ont fait leur boulot, ils se relancent après une défaite contre les Cardinals. Ah, Raphaël a. Ouais, non, mais juste sur les Rams, vu que tu nous lances dessus, je trouve quand même que Matthew Stafford, depuis 2 matchs, enchaîne les passes un peu surajusté, soit Mais il trop est blessé loin, au doigt. soit trop bas. Non, non, mais effectivement, il est blessé au doigt. Ça a sans doute un lien avec, hein, mais bon, depuis 2 semaines, je trouve qu'offensivement, il rate pas mal de choses. Alors, ça passe pour le moment. Faudrait pas que ce soit plus que le doigt. Voilà. On passe aux autres matchs. What's going on? It's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast. Ravens 31, Colts 25 en prolongation. Super victoire des Ravens qui étaient menés 25-9 au début du dernier quart. 2 touchdowns de Mark Andrews avec conversion à 2 points de Mark Andrews plus tard. Prolongation, victoire avec un touchdown de Marquise Brown. Là, on ne peut plus dire que Lamar Jackson ne peut pas aller chercher un match en étant mené. Parce que là, ça a été du très très grand Lamar Jackson dans vos faces les haters, tout ça quoi. Je sens que c'est une question pour moi, je sais pas pourquoi. Ouais, moi, je Oh bah, te laisse parler là-dessus. Alors, hein, c'est pour tout le monde parce que la rumeur dit qu'on déteste tous Lamar Jackson et les Ah oui, Ravens. c'est vrai, j'ai entendu cette histoire-là. Ouais. Là, il y a un vent de trucs. Je sais pas, apparemment, on est vraiment horrible. Alors comme ça, il s'est pas lancé. Oui, bah, on y revient. Oui. Donc, 37 sur 43, 442 yards, 4 touchdowns. Le match, il est ouf. Non, mais alors, pour le coup, depuis le début de la saison, et ça, je le disais, on peut dire le contraire si on veut, par esprit de contradiction, il n'y a pas de problème. Lamar Jackson, il y a des moments où on le voyait clutch depuis le début de la saison, mais il y avait toujours cette inconstance sur l'ensemble d'un match où justement, ça faisait aussi que Baltimore, du coup, se retrouvait souvent dans des rencontres un petit peu serrées et on pouvait craindre le pire pour eux. Là, en l'occurrence, c'est un match qui, comme contre les Chiefs, voit Baltimore renverser la vapeur, mais là, en l'occurrence, Lamar Jackson, il était cohérent du début à la fin. J'ai été très étonné par le fait que le jeu au sol est très peu été utilisé. Parce qu'en l'occurrence, hormis Lamar Jackson, c'est 11 courses de la part du comité supposé. Donc vraiment, on a décidé de dynamiter ce backfield défensif des Colts. Et preuve en est que ça a plutôt bien fonctionné, même si ça a mis un petit peu plus de temps que prévu. En tout cas, voilà, très clairement, je le répète, Lamar Jackson est dans une année de contrat et il fait tout pour justifier son contrat. Et je souhaite aux Ravens qui réalisent la même chose que Joe Flacco,
lors de sa volonté de Non, mais revalorisation et de prolongation. Pardon. contrairement à Flacco, il y a une vraie progression. Il progresse à la Oui. passe. Mais le truc, c'est qu'on avait le droit de dire qu'il était mauvais à la passe quand il était mauvais à la passe, et on peut dire qu'il progresse quand il Bien progresse. sûr. Là, on Donc, voit que c'est meilleur depuis le début de la saison. donc- Je le dis absolument sans aucun souci. Donc voilà, on fait notre taf. Raphaël, lui, n'a jamais été un méchant hater. Donc toi, ça va, t'as apprécié le match. Oui, moi j'ai apprécié le match. Tout ce pourquoi je défends Lamar Jackson depuis tant de temps, c'est encore illustré. C'est un quarterback qui fait gagner son équipe, point. Et peu importe la manière, là, il le fait à la passe de manière brillante. C'est sans aucun doute son meilleur match à la passe depuis son entrée en NFL. Ouais. Ça fait un petit moment qu'on est plusieurs à dire qu'il progressait d'année en année. Voilà, après, moi, c'est vrai que je trouve que certains avaient tendance à vite juger sa progression pas assez spectaculaire, on va dire, parce que malgré tout, dans les faits, dans les statistiques, il progressait d'année en année. Alors, voilà. Il y avait quand même des lancers qui étaient un peu vilains, on peut le dire, je pense. Ah, ben il en a eu, bien sûr. Au-delà du fait qu'on en attende de passer du statut de game manager à, tu vois, un petit peu la progression façon Russell Wilson. Je veux dire, Russell Wilson, il n'a pas commencé à balancer des mines dès la 6e semaine de sa première année, mais on a quand même vu qu'il y avait une progression, il y avait quelque chose à faire. Lamar Jackson, on sentait qu'il n'était pas complètement à l'aise dans un premier temps d'un point de vue lancé. Là, on sent que c'est clairement la même chose. Et juste, je te laisse reprendre après, Raph. Moi, il y a quand même un facteur extrêmement important dans cette attaque, un facteur X, c'est que dès que Marquise Brown commence à arrêter de dropper ses ballons un petit peu fâcheux, le jeu aérien de Baltimore est clairement plus le même, je trouve. Non, c'est sûr. Oui, ça, ouais. C'est sûr. Un mot pour les Colts quand même. C'est un petit crève-cœur. Ils menaient, on l'a dit, assez largement au début du dernier quart-temps. Carson Wentz passe pour 400 yards. La défense a tenu un moment. Il y a un début de quelque chose pour cette équipe d'Indianapolis. Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté quand même défaite encourageante, j'ai envie de dire, pour Indianapolis, parce que c'est le meilleur match de Carson Wentz depuis son arrivée à Indianapolis. La ligne offensive a fait une bien meilleure prestation que ses derniers matchs. Enfin, c'est pareil, je pense que c'est son meilleur match. En fait, pour moi, c'est le meilleur match de toute l'équipe des Colts depuis le début de la saison. Même en défense, on a revu un bon Darius Leonard. On a un DeForest Buckner qui a été encore très présent. Enfin, je trouve que globalement, toutes les escouades se sont enfin montrées au bon niveau du côté d'Indianapolis. Donc, il y a eu la victoire la semaine dernière contre une équipe de Miami en totale perdition, mais c'était malgré tout une victoire. Là, ils enchaînent sur une défaite qu'ils doivent en partie à leur kicker, clairement, parce qu'ils les mettent bien dedans, clairement bien dedans. Donc, je pense que les coachs ont quand même de quoi repartir sur quelque chose là, après ce match. Greg, un mot à ajouter ou je passe aux Cardinals 49ers? Non, on avait identifié au début de la saison que le calendrier allait être assez compliqué pour les Colts. On a dit qu'ils pouvaient très bien être à 0-5. Ils ont eu sursaut d'orgueil à Miami, mais voilà, bon, maintenant, on va voir s'ils arrivent à relever la pente avec un calendrier peut-être un poil plus clément. Cardinals 17, 49ers 10, première titularisation pour Trey Lance, mobile, mais pas forcément précis. Sans George Kittle en plus, c'était pas facile. Greg, est-ce que c'était ce à quoi on pouvait s'attendre pour le numéro 3 de la draft? Oui, alors du coup, je n'ose rien dire sur ses capacités au lancer parce que du coup, Raphaël va me dire ouais, mais alors du coup. Non, mais il a beaucoup couru. Oui, il y a cette interception en début de match qui aurait pu vraiment le mettre dedans. Et on voit que, bon, malgré tout, il est resté. Voilà, et ça a été relativement propre, sans plus, encore une fois, dans un match qui a quand même été assez bien cadenassé par les lignes défensives respectives. Donc, en l'occurrence, il faudra voir. Je crois que du coup, il est blessé. Je sais plus exactement. Il est blessé au genou, il ne jouera pas le prochain match. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un petit peu la problématique. Mais en tout cas, bon, c'était une première intéressante face à la seule équipe invaincue de la Ligue malgré tout. Et qui, avec une attaque un petit peu plus en difficulté, a mis les barbelés en défense. Donc voilà, ça démontre le côté extrêmement complet de cette équipe des Cards. Et ça reste malgré tout relativement encourageant pour Trey Lance de ce qu'on aime. Après, pour Lance, il a dû beaucoup courir pour sa vie, mais je pense que la ligne doit aussi s'habituer à jouer avec un quarterback différent, au sens plus mobile, parce qu'avec Garoppolo, le ballon sort quand même plus vite et dans le timing, dans un jeu de passe. Il y a Mike Glinchey notamment qui a pas mal galéré de mémoire. Ouais, ça perturbe quand même à ce niveau-là. Raphaël, t'en as pensé quoi de cette première de Trey Lance? Du bon et beaucoup de moins bon, clairement, sur une première comme ça. Il est bien aidé, par exemple, par un Deebo Samuel assez extraordinaire sur le jeu aérien, qui va chercher lui-même la plupart des yards gagnés et qui met ce touchdown sur une course lui-même. Enfin,
voilà, donc il est très bien aidé par un très très bon Deebo C'était Samuel. déjà le cas contre Seattle d'ailleurs. Ouais, c'était déjà le cas effectivement contre Seattle. Bon, c'était pas terrible. Après, c'est son deuxième match face à une équipe d'Arizona qui, comme le dit Greg, hein, contrairement à l'an dernier, est en train de remporter progressivement tous ces matchs un peu bêtes qu'il perdait l'an dernier. Enfin, là, l'attaque marche pas, ils vont quand même le gagner. Donc bon, c'est pas décourageant. Ce qu'on a vu de Trey Lance, c'est pas décourageant, mais il n'y a pas de quoi pour le moment en tirer quelque chose de Oui. plus, j'ai envie de dire. Vaut mieux s'appuyer sur la deuxième mi-temps que sur la première en tout cas. Oui, en plus. Et les Cardinals, ça marche pas parce qu'il y a quand même aussi très belles prestations défensives des 49ers qui ont bien forcé Kyler Murray à sortir vite de la poche, qui ont bien stoppé le jeu au sol, enfin, qui ont fait beaucoup de choses très bien quand même. Les Jaguars 19, Titans 37. Les Titans se sont reposés sur Derrick Henry pour user la défense. Encore 29 courses pour lui, c'est bien, mais ils sont quand même finalement extrêmement limités en attaque, les Titans. Alors, surtout sans Julio Jones, hein, vous allez me dire, mais 20 sacs sur Tannehill, donc on parle même plus de leur défense. Il commence à y avoir un problème avec cette attaque aussi, j'ai l'impression. Messieurs, Raphaël, est-ce que... Oui. Il y a un problème, notamment dans le jeu aérien, surtout. Enfin, je ne sais pas si Arthur Smith est parti avec tout le playbook pardon, de l'an dernier, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui marche moins bien. L'an dernier, il roulait, notamment quand il jouait en play action. Là, ils ont plus de mal dans ce domaine-là. Alors, comme tu le dis, les blessures sur les escouades de receveurs n'aident pas. Maintenant, ils ne sont pas non plus aidés. Il n'y a pas d'émergence de tight end. Finalement, peut-être que John Smith manque aussi un peu à cette attaque. Et puis, je pense que la principale cause, c'est la ligne offensive qui est complètement craquée par rapport à l'an dernier. Je veux dire, là, c'est un niveau drastique de perte. Donc toujours Ça veut rien Taylor dire Lewan niveau de mémoire, drastique de non? perte de niveau, mais bon, bref. Ça se passe moins bien clairement offensivement et la défense, il y a beaucoup de blessés, mais c'est la défense à laquelle on s'attendait à peu près. Hein, 3 sacs pour les Jaguars, c'est leur record de la saison. Hein. Donc, en effet, il y a un problème avec cette ligne. Greg, tu penses qu'ils peuvent redresser la barre ou en effet, si Taylor Lewan revient à son meilleur niveau, ça change les choses, mais... C'est ça, malgré tout, c'est quand même difficile à mettre à part. En effet, oui, il y a... Globalement, c'est une équipe qui est beaucoup touchée par les blessures, je crois, depuis le début de la saison, en effet, que ce soit en attaque ou en défense. Donc, c'est sûr que ça ne va peut-être pas aider, ne serait-ce qu'à l'entraînement pour réussir à trouver un minimum d'automatisme. Là, c'est sûr qu'ils ont eu au moins la capacité de faire les actions clés quand vraiment Jacksonville était susceptible de reprendre un petit peu confiance, notamment en fin de match sur ce stop en position goal line qui aurait peut-être pu redonner un petit peu de momentum à Jacksonville vraiment dans la dernière ligne droite. Voilà, il capitalise notamment sur une bonne action défensive et derrière, tu l'as dit, sur un ball control et sur un Derrick Henry toujours difficile à stopper. Donc voilà, c'est de bon augure pour l'équipe de Tennessee. Ça les remet en confiance après l'accro face aux Jets. Et ça confirme, s'il fallait encore en douter, que voilà, dans la FC Nord, après, dans la FC Sud, pardon, a priori, ce sera assez confort pour eux. Bon, du côté de Jacksonville, encore un peu d'espoir. Quelle mobilité, Trevor Lawrence, en tout cas. Moi, je suis impressionné là sur ce touchdown au sol et ce quasi-touchdown au sol. Il y a encore un petit peu d'espoir. Urban Meyer, il a joué à fond le rôle du mec motivé. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu sur la touche, là. Il était impliqué, il parlait aux gens, il avait l'air heureux comme jamais. On sent le mec qui en fait un poil trop pour essayer de se remettre bien avec tout le monde, non mais en tout cas, sur le jeu, il se rapproche petit à petit. Oui, mais encore alors je suis désolé, hein, je vais faire le perroquet chaque semaine, mais encore une fois, depuis qu'il y a un jeu au sol qui est beaucoup plus impliqué, sur ce match-là, en l'occurrence, il a été encore très impliqué, même si assez étrangement, on n'a pas utilisé James Robinson dans les moments un petit peu chauds et précieux du match. Pour les Jaguars, bizarrement, Trevor Lawrence, il est un peu moins livré à lui-même et il joue de manière un peu plus libérée. Certes, il y a une interception, ce qui n'était pas le cas, par exemple, à Cincinnati. Donc, il y a encore du déchet dans son jeu, mais c'est déjà plus propre et ça permet à Jacksonville d'avancer un tant soit peu et d'avoir un peu de répondants au tableau d'affichage. Ouais, Raphaël, Trevor Lawrence, revoir James Robinson, tu as dû bien aimer quand même. Je sais que Oui, c'est un coureur que je trouve plutôt intéressant et que j'aime bien et j'avais trouvé ça pas injuste parce que voilà, les Jaguars ont fait le choix qu'ils ont fait avec Travis Etienne qui a sans doute beaucoup plus de talent pur et donc pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'après une saison de rookie non drafté, il avait quand même fait un vrai beau résultat et finalement on voit que quand on lui donne le ballon, il s'en sort quand même plutôt pas mal. Donc j'aime bien. Après, tant mieux qu'il donne plus, qu'il équilibre un peu plus le jeu pour aider son rookie, son quarterback rookie. Après, je reste un peu inquiet quand je vois Urban Meyer qui dit que chaque semaine, il veut gagner 250 yards au sol et 250 yards à la passe. J'avoue que ça m'inquiète un peu quand même sur la mentalité. Mais bon, il se c'est un relance autre débat.
Ils se Un autre relancent débat. par l'ambition. Ils devraient Bon. essayer de faire marquer des field goals, parce que je crois qu'ils en sont toujours à 0, les Jaguars, Oui, avec, c'est vrai. notamment le kicker remplaçant qui a encore loupé un coup de pied ce week-end. Panthers, Pardon, Panthers 18, Eagles 21. Est-ce que c'est la fin de la hype Panthers? Parce qu'ils perdent quand même un match où Philadelphie a semblé perdu pendant 3 quarts-temps. Darnold est retombé sur terre assez violemment avec 56% de passes complétées et 3 interceptions. Est-ce qu'il faut que tout aille bien pour que ça marche pour Darnold? Surtout pas d'impro, surtout que ça tourne autour, surtout pas de pression, ou alors est-ce que c'est la défense qui a fait son boulot et qu'on s'inquiète pas? c'est un peu sévère parce qu'encore une fois, on voit que ce soit face aux Saints ou aux Texans, voilà, on voyait qu'il était en confiance et qu'il n'y avait pas grand-chose qui était capable de le stopper sur certains drives, que McCaffrey soit là ou pas. Donc là, c'est sûr que forcément, il reprend la porte en pleine tronche sur un match où la défense des Eagles a quand même été extrêmement solide. Je trouve qu'ils ont compensé pendant très très longtemps et ils ont largement permis ce comeback, en plus, bien entendu, comment dire, du punt contré qui change beaucoup de choses en fin de rencontre. Mais ouais, sur ce match-là, clairement, la ligne offensive de Carolina a été dépassée par les événements. Et ça n'a pas aidé un Darnold, en effet, qui s'est mis rapidement dans le trou sur ce match-là et où forcément, bah, ça devient un peu plus compliqué. On connaît ses failles mentales et là, sur ce match-là, je trouve qu'elles ont été beaucoup trop exposées. Raphaël, je sens que tu vas te régaler là sur les 2 matchs qui arrivent parce qu'on a Panthers et Broncos à la suite. Je spoil les minutes suivantes, mais bon, il y a un petit retour de hype là quand même. Oui, bah, je sais pas, c'est peut-être pas définitif et je pense que pour le coup, Carolina a plus d'arguments qu'une autre équipe dont on parlera après et notamment défensivement, ils font un match défensif qui est quand même pas, qui est loin d'être mauvais hein, de la part de Carolina. Pendant les 3 quarts du match, ils sont complètement dedans et ils anéantissent globalement l'attaque de Philadelphie. Donc défensivement, les armes sont encore là, c'est juste qu'offensivement. Encore une fois, McCaffrey n'est pas là, la ligne offensive a du mal, Darnold, et puis après, bah, tu revois le Darnold que tu as vu à New York pendant 3-4 saisons. Donc, je pense qu'il y a je pense que le delta entre le Darnold de New York et le Darnold de ce début de saison, il est quelque part au milieu entre ça. Et je ne crois pas que Sam Darnold soit capable de faire une saison entière bonne, en fait. Donc, ils vont avoir ces matchs-là. Ça va être du Jameis Winston. En moins Ouais, spectaculaire, en moins mais ça va être du spectaculaire, Jameis ouais. moins Winston. spectaculaire, ouais, mais bon. Jalen Hurts se bat, donc il avait quand même cherché cette victoire. Est-ce qu'il est mal utilisé? J'ai vu Victor Roulier se plaindre, par exemple, qu'il y avait trop de screen pass Tiens et que donc. c'était les choix de jeu je dis ça, Victor, donc dans la rédaction. Hein, est-ce que c'est les choix de jeu qui ne mettent pas en valeur Jalen Hurts? Je ne sais pas s'il y a que ça. Il y a aussi une ligne offensive là qui, par exemple, est en difficulté. Mais oui, après, je rejoins Victor sur le fait que les choix de jeu sont pas bons. Le jeu au sol est un peu abandonné. Jalen Hurts, on n'essaye pas du tout de le faire jouer en profondeur, pas du tout de tenter des lancers risqués. Et j'ai du mal à croire qu'en NFL, tu puisses juste gagner avec des screen pass. C'est vrai, et on ne voit pas tant courir que ça en plus. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de jeu appelé qui joue sur cette capacité. À part en position goal line. Ouais. Ouais, à part en goal line, mais bon, pourquoi se contenter que de ça? Bon, donc ouais, je rejoindrai le point de Victor là-dessus, clairement. Bah, c'est d'autant plus étonnant que on en avait parlé, on a vu des matchs où Jalen Hurts était capable de jouer un peu plus verticalement, sans forcément un déchet excessif. Alors après, on sait que c'est pas non plus le quarterback qui perd le moins de ballons, que ce soit sur des fumbles ou à la passe, mais oui, c'est pas. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il craignait peut-être un petit peu plus cette défense des Panthers qu'il a craint d'autres défenses avant. Mais oui, c'est peut-être en tout cas à corriger parce que là, en l'occurrence, d'habitude, l'attaque est peut-être un peu plus fringante que la défense. Là, c'était clairement l'inverse sur ce match-là. Steelers 27, Broncos 19. Alors, je me rappelle avoir vu passer un message de Raphaël pendant la soirée qui disait en substance alors vos Broncos, point d'interrogation, aha, quelque chose comme ça, je crois. Bon, les Broncos sont à 2/12 sur 3e tentative. Alors, ils sont face à une bonne défense. Alors, est-ce que, Raphaël, tu vas peut-être me dire, c'est justement qu'ils sont face à une bonne défense qui a fait que. Oui, entre autres. Après, je veux bien croire que Teddy Bridgewater, en revenant d'une commotion, n'était pas à 100%. Ça, j'avoue que j'ai pas Surtout trop de quand mal tu joues à. les Steelers, c'était un peu d'appréhension, quoi. Ouais, non, mais j'ai pas trop de mal. Une défense des Steelers qui était bien revenue grâce au retour de Bud Dupree et non, n'importe quoi, Devin Bush, pardon, Devin Bush. Oui. Et quand Devin Bush est ressorti, c'est le moment d'ailleurs où les Broncos ont commencé à regagner des yards en attaque. Hein. Donc effectivement, ils sont quand même tombés sur une bonne défense. Après, moi, je reste pas tellement surpris. Enfin, c'est un peu comme pour Carolina, j'ai envie de dire. C'est une équipe qui, pour moi, vaut pas 3-0, mais qui est pas mauvaise, qui a des qualités en attaque, en défense, et ils sont quelque part là au milieu. Et donc,
c'est pas si étonnant que ça de les voir avoir du mal contre Pittsburgh à l'extérieur, en fait. Alors, le fait de ce match, c'est surtout le réveil de l'attaque des Steelers. 147 yards au sol, 2 touchdowns pour Ben Roethlisberger, 1 touchdown pour Chase Claypool. La blessure, par contre, de Juju Smith-Schuster qu'on ne reverra pas cette saison. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons de croire à une relance, Grégory? Est-ce que ça ressemble à quelque chose de durable? S'il récupère un Roethlisberger un peu plus convaincant et surtout un Chase Claypool qui traversait un peu le début de la saison comme un fantôme, oui, ça peut en tout cas être de bon augure. On l'avait déjà dit la semaine dernière, mais la ligne offensive a l'air de montrer des meilleures choses. Sur le jeu au sol, ils ont été un peu plus impeccables face à une défense en plus qui n'est pas non plus, enfin voilà, qui est rarement généreuse pour offrir des yards dans ce domaine-là. Avec notamment une sortie à plus de 100 yards pour Najee Harris et un touchdown. Donc oui, c'est ce qui aurait dû éventuellement, vu le casting en place, être aperçu depuis le début de la saison du côté des Steelers. Là, au moins, ça les remet en confiance parce qu'une défaite, ça les aurait clairement plombés pour la suite, surtout dans cette AFC Nord. Donc oui, à confirmer très clairement, mais en tout cas, c'est de bon augure face à une défense des Broncos qui est jamais bonne à prendre. Raphaël, un mot ou je passe à la suite? Non, Greg a tout dit. La bonne nouvelle, c'est quand même le bon match de Najee Harris aussi au sol, hein, qui forcément va de pair avec le fait que la ligne offensive aille mieux, mais c'est quand même prometteur qu'il arrive à en profiter. Voilà. Buccaneers 45, Dolphins 17. On va pas passer énormément de temps sur celui-là, même s'il y avait que 7 points d'écart au début du dernier quart. Mais Tampa a marqué 3 fois et n'a rien encaissé pour finir le match. 5 touchdowns pour Tom Brady qui continue de repousser les limites de la science. Le fait de match, c'est quand même un Antonio Brown qui est impressionnant à 33 ans, 7 réceptions, 124 yards, 2 touchdowns. Il s'offre une sorte de deuxième carrière, un petit peu, Raphaël. Là, il est revenu à un niveau incroyable. Oui, ça, visiblement, ça lui fait du bien de dormir chez Tom Brady. Tu crois qu'il y est toujours? Non, je crois pas. Mais en tout cas, peut-être qu'il a goûté un peu de la potion de Tom à un moment, un des soirs, je sais pas. Mais non, oui, c'est une deuxième carrière. Après, il performe aussi parce qu'il est dans un système qui a tellement d'armes, tellement de menaces, tellement qu'il draine plus l'attention du cornerback numéro 1 adverse, tu vois. Ouais, il est plus tout seul. Je ne sais pas si tu pourrais lui confier une attaque en tant que receveur numéro 1 à l'heure actuelle. Voilà. Après, on parle d'un super receveur malgré tout. Hein. Oui, c'est un Cassos en dehors du terrain. C'est ça vraiment qui l'a rendu persona non grata, mais ça a toujours été un talent indéniable. Oui. Les Dolphins se sont quand même battus, toujours sans jeu au sol, toujours avec une défense qui prend le bouillon. Le retour de Tua, a priori, ne changera pas leur gros défaut. Trouvez-moi un motif d'espoir ou je passe au match suivant. Vous avez 5 secondes. Une meilleure attaque, mais c'est assez vaste comme sujet. Donc, ouais. Non, ça va être très, très compliqué pour les Dolphins pour le reste. Ouais. Et on en parlera dans la preview de jeudi. Cowboys 44, Giants 20. Alors, ce match-là, heureusement qu'il n'avait pas 10 minutes de plus parce que sinon, c'est les coachs des Giants qui finissaient par jouer. Daniel Jones, commotion cérébrale. Saquon Barkley, entorse de la cheville. Kenny Golladay, le genou. Kadarius Toney qui décide de se battre et de se faire expulser. A priori, ils avaient quand même peu de chances de s'en sortir avec McGlennon face à l'attaque de Dallas. Donc, est-ce qu'on a appris quelque chose sur ces équipes dans ce match? Parce que les Giants sont décimés par les blessures. Les Cowboys ont fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire bien attaquer. Et puis Trevon Diggs a chopé un ballon. Et puis ça fait victoire pour Dallas, quoi. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements. Voilà, c'est sûr, pour les Giants, c'est un petit peu cruel parce que forcément, tu n'as pas la sensation d'avoir joué à armes égales, entre guillemets, avec les Giants, ou en tout cas avec les Cowboys, pardon, d'avoir vraiment pu essayer de t'accrocher un petit peu plus, surtout qu'à 15 scores d'écart à la mi-temps. Voilà, après, pour Dallas, en tout cas, ça continue sur le plein de confiance. 4 victoires en 5 matchs. Voilà, c'est des victoires qu'il faut aller chercher et ils l'ont fait, même si c'était quasiment contre une équipe bis de New York. Ouais, là, ça a été un match quand même assez compliqué. Texans 22, Patriots 25, un drive de 7 minutes en fin de match pour aller chercher le field goal de la victoire. Un petit bijou de maîtrise de chrono pour les Patriots, mais pas forcément une victoire rassurante. Ils étaient menés 22-9 par une équipe menée par David Mills, dont on avait quand même parlé dans le dernier débrief, avec une perf all-time nulle. Mais qui là se reprend et devient super bon. C'est-à-dire qu'il nous rend un 21 sur 29, 312 yards, 3 touchdowns, 141,7 déval, et pas avec des receveurs stars. Il nous a sorti des mecs de derrière les fagots. C'est inquiétant quand même, ça, Raphaël, pour une équipe qui est censée être un peu défensive, New England. Oui, c'est un peu inquiétant. Surtout qu'on les avait quittés il y a une semaine avec un match plutôt intéressant, notamment défensivement face à Tampa. Où vraiment ils avaient globalement bien bloqué Tom Brady à New England, et là les voir chuter comme ça face aux Texans, c'est vrai que c'était très très étonnant. Donc quel est le niveau réel de cette équipe en défense entre ces deux matchs? J'avoue que j'attends du coup de voir un peu pour me positionner.
Et après, la seule petite bonne nouvelle, malgré tout pour New England, c'est que je trouve qu'offensivement, il y a eu enfin un peu plus de jeux appelés vers Hunter Henry et notamment en red zone. Et on a vu que ça fait un peu la différence sur la fin du match. Donc j'espère qu'ils vont rester sur là-dessus. Mais ouais, drôle de match quand même, hein. Grégory, drôle de match pour New England. Ouais, le chantier continue de me paraître assez vaste, mais en l'occurrence, ouais, c'est sûr que défensivement, je pense que comme beaucoup, j'ai été assez étonné de la prestation, hein, rien que le trou d'air, notamment de Jesse Jackson sur un des touchdowns de Houston, ça arrive quand même pas assez souvent, surtout que ça intervient quelques jours après le départ de Stephen Gilmore, donc il est mieux pour le confirmer comme corner numéro 1 de l'équipe. Ouais, offensivement, quand même, alors certes, on va mettre en avant à raison le réveil de Mac Jones, en tout cas sa capacité à réaliser notamment des drives précieux, notamment le dernier pour aller chercher le field goal de la victoire. Après, le chantier est quand même important. Il y a encore un fumble pour Damien Harris. Il y a une ligne offensive qui est en déliquescence totale avec beaucoup d'absents notables. Donc, ouais, ça va être une saison un peu compliquée pour New England. Heureusement, ils sont pas tombés dans le piège Houston. Mais ouais, ça me paraît encore un peu léger pour espérer aller voir se relancer clairement vers potentiellement une course au playoff. Ouais, bon, et Houston, faut saluer quand même le travail des coachs encore, hein. C'est une équipe qui joue malgré des armes très très limitées. C'est ça, ils sont pas assez profonds. Ça, malheureusement, ça leur coûte cher sur beaucoup de matchs cette année. Washington 22, Saints 33. L'équipe défensive de ce match, c'était New Orleans, pardon, hein, c'était pas Washington. Gros match de Marshon Lattimore. Alors, ils prennent plus de yards, ils gardent le ballon moins longtemps, mais ils gagnent. Est-ce que la recette, c'est ça, grosse défense, laisser un peu plus de liberté à Jameis Winston, même si ça inclut de vivre avec quelques erreurs? Ça a l'air d'être ce qui leur correspond un peu plus depuis 2 semaines. Oui. Même Alvin Kamara, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un peu plus de jeux intéressants appelés pour Alvin Kamara. Je pense que c'est la recette que, effectivement, Winston, ça sert à rien de le brider trop et de lui demander de faire que des passes entre la ligne de scrimmage et les 5 yards, qu'il faut aussi profiter de son bras, ce que les Saints ne pouvaient plus faire avec Drew Brees l'an dernier, quand même, jouer très vertical. Faut en profiter. Il y aura des déchets. Là, ça passe. Donc oui, moi, je dirais que c'est la recette, clairement, hein. Après, c'est toujours pareil. On juge Jameis Winston pour l'instant. On n'a toujours pas vu ce qu'elle allait donner sa potentielle collaboration avec Michael Thomas, hein, aussi, c'est vrai. Puisque en plus, là, sur ce match-là, il perd encore Deontay Harris, je crois, sur blessure, sauf erreur de ma part. Donc voilà, bon, c'est sûr que ça donne un peu des actions what the fuck, hein. Il y a cette Ave Maria un petit peu généreuse en fin de première mi-temps pour Marquez Callaway. Donc, des fois, ça tombe un peu du ciel dans un match où c'est un peu entre deux eaux. Mais oui, je te rejoins. Bon, voilà, c'est l'identité offensive qu'ils ont choisie. Et bon, pour l'instant, ça fonctionne un match sur deux. Il faut espérer pour les Saints que ça soit un petit peu plus régulier pour la suite. Est-ce qu'on a déjà cerné complètement Washington? C'est-à-dire la défense ne progresse pas, l'attaque est limitée? La ligne défensive avait un peu plus de pression, mais encore une fois, bon, par rapport à ce qu'on peut en attendre sur le papier, c'est pas dingue. Par contre, le backfield défensif, c'est une véritable catastrophe, que ce soit les corners ou London Collins, c'est très très poussif depuis le début de la saison. Et ouais, offensivement, tu l'as dit aussi sur ce match-là, on voit aussi rapidement que dès que Terry McLaurin est quand même très bien surveillé, et ça l'a été en l'occurrence sur ce match-là par Baltimore, Tyler Heinicke ne peut pas faire de miracle non plus. Vikings 19, Lions 17, victoire à la dernière seconde des Vikings qui ont littéralement fait pleurer Dan Campbell en conférence de presse. Est-ce que c'est pas Mike Zimmer qui devrait pleurer de joie de s'être fait sauver son job par son kicker? Parce que commence à y avoir chaud un peu. S'il y en a un des deux qui devait pleurer. Ouais, il pourrait effectivement, Mike Zimmer, pleurer ou en tout cas fortement remercier son kicker parce que là, c'était une défaite qui devait pas passer face à une équipe de Détroit qui a perdu encore des matchs et des titulaires pendant ce match, alors que déjà l'effectif n'est pas d'une profondeur incroyable. Se faire maintenir à une quinzaine de points jusqu'à la fin, alors que tu as quand même quelques armes. Enfin, je veux dire, on le répète semaine après semaine, mais Cousins, Cook, Jefferson, enfin, bon, tu es quand même. Enfin, ouais, globalement, mais malheureusement, les Vikings, ça va faire 2 ans, j'ai l'impression qu'on redit toutes les semaines quasiment la même chose. Il y a des armes, mais elles marchent pas toutes en même temps, ensemble. Je sais pas, pour moi, à un moment, c'est vraiment c'est le rôle du coach général, en fait, de faire marcher tout le monde. Moi, j'ai du mal à comprendre la pauvreté offensive là depuis 2 semaines. Il y a Justin Jefferson qui fait un bon match, hein, mais autour. Et pardon, juste au sol, c'était pas Cook qui est blessé, c'était Mattison, mais qui court bien aussi, hein, globalement. Ouais. Mais il cale en terrain adverse, je comprends pas. Alors, juste
bon, moi, je veux bien que Mike Zimmer remercie son kicker à la fin du match, mais bon, son kicker, il le met aussi un petit peu dedans, hein, parce que rater un field goal de 49 yards pour en mettre un derrière à la dernière seconde de 54, c'est vraiment juste pour dire, écoute, j'avais vu, hein, je suis hyper important dans l'équipe. Hein. Mais ouais, non, il y a ce truc, en effet, où du côté de Minnesota, on s'est littéralement endormi. Avec des pertes de balles fâcheuses, notamment ce fumble de Mattison en fin de match qui redonne clairement le momentum à Détroit quand on ne demandait pas tant. Après, il faut tenter la conversion à 2 points en fin de match de Dan Campbell. Je pense que c'est ça aussi. Il s'est dit, putain, ça s'est passé. Je suis intouchable, les gars. Et puis 2 minutes après, le soufflet retombe. Mais oui, non, ça ne résout pas tous les problèmes du côté de Minnesota, loin de là. Après, je sais que c'est triste pour les Lions et c'était touchant, Dan Campbell, hein, on l'a précisé, mais il savait quand même qu'il n'arrivait pas chez un prétendant au titre, a priori, puisque tu veux en parler maintenant parce que c'est dans mes top et flop. Ah, voilà, on va en parler en top et flop. Non, mais voilà, ça marche. Parce que moi, j'allais dire que la défaite, c'est aussi le résultat peut-être de n'avoir aucun playmaker offensif. En tout cas dans les airs, parce qu'ils ont d'André Swift, mais bon, en tout cas. On termine avec Falcons Jets, 27-20. On termine avec le match de Londres, donc début de match tranquille pour les Falcons. Petit retour des Jets. Un seul touchdown en deuxième mi-temps pour Atlanta, mais qui a suffi. Greg, est-ce que tu as frémi en tribune de presse Est-ce que tu as eu peur d'une petite remontée? Forcément, attends. C'est marrant parce que tu as beau être conditionné, mais tu te dis toujours non, mais c'est bon, là, ça va passer quand même. Ah bah non, je t'avoue que quand il y a eu la conversion à 2 points de Jamison Crowder, je me suis dit, bien entendu que la conversion passe. Surtout à Londres, où on rappelle qu'ils avaient déjà vendangé un énorme avantage en 2014 contre les Lions. Je me demande si c'était pas 21-0 à la mi-temps et ils avaient perdu 21-22. C'est possible, oui. Sur un field goal, alors, je ne cesserai de le rappeler, sur un field goal retapé par Détroit après une faute des Lions. Sachant que le field goal d'avant avait été raté. Bon, au moins, tu t'es éclaté avec Kyle Pitts, homme du match, à 9 réceptions, 119 yards, un touchdown. Oui, il y a de l'espoir pour l'avenir. Ce qui faisait un petit peu peur du côté d'Atlanta, c'est forcément l'absence de Russell Gage, même s'il n'est pas très impactant depuis le début de la saison, en tout cas de Calvin Ridley, qui est le principal receveur. Là, clairement, ce qui est rassurant du côté d'Atlanta, c'est qu'il y a un autre duo de choc, puisque entre Cordarrelle Patterson, qui continue d'être l'homme à tout faire, qui a été extrêmement précieux de nouveau sur ce match-là, et Kyle Pitts, tu l'as dit, qui s'est vraiment révélé, premier touchdown en carrière et vraiment un impact non négligeable, vraiment le jeu décisif en fin de match, justement quand Atlanta en avait le plus besoin. Bon, je ne sais pas s'il va avoir l'impact d'un Julio Jones dans l'attaque d'Atlanta, mais en tout cas, quand on voit son gabarit et les difficultés qu'ont les défenseurs à courir sur lui, même si tout est relatif, c'était les Jets en face, on connaît les difficultés. Mais oui, ça peut être de bon augure, en tout cas pour Atlanta, pour conserver en tout cas un niveau offensif, ce qui n'était pas forcément très rassurant en début de saison. Raphaël, tu as fait des gros yeux quand il a dit Cordarrelle Patterson. Ouais, bah oui, parce que c'est vrai que la résurrection de Patterson est pas sur le jeu d'équipe spéciale, parce que globalement, depuis son entrée dans la ligue, il était bon sur les équipes spéciales et il a toujours été bon sur les équipes spéciales, mais son importance qu'il vient de prendre dans le jeu aérien, c'est vrai que je crois que quand même pas grand monde l'avait vu venir. Donc excellente surprise, quoi. Les Vikings l'avaient vu venir quand ils l'ont drafté au premier tour, mais ça s'est arrêté assez vite. Voilà, ouais. Ça s'est arrêté assez vite. Zach Wilson, il y a des flashs. Toujours des flashs. Non, pas trop. Greg alors, moi, franchement, j'ai été bluffé parce que je vois 192 yards à la fin du match. Je fais, mais d'où? À 5 minutes de la fin, il avait 70 yards à la passe. Voilà, il y a des petits flashs de temps en temps qui font grimper le compteur. Il y a des lancers très très vilains quand même. C'est encore un gros travail en cours de route et encore un match avec une interception au compteur. Donc voilà, il va falloir rectifier le tir. Bon, l'ambiance à Londres, on n'y était pas allé depuis 2 ans quand même. Oui, écoute, c'était sympathique avec un ciel qu'on pensait un petit peu capricieux, mais finalement on a eu un beau soleil pour ce match-là, donc c'était une très bonne chose. Pas mal de fans des Jets en plus dans les tribunes, donc vraiment, bon, ça, forcément, vu le scénario du match, ils se sont plus réveillés en fin de match qu'au début, mais en tout cas, ça a animé un petit peu la rencontre. Franchement, c'était certes pas des gros candidats, c'était des équipes avec une tige de 1-3 respectivement sur ce match-là, mais je trouve que ça restait quand même un match assez plaisant pour le public européen et un match en plus qui a offert un tant soit peu de suspense qui n'était pas garanti au début du match. Donc non, je trouve que ça a été globalement une sortie assez réussie pour Londres et pour le retour du foot US en Europe.
Bon, malgré la sécurité qui t'a poursuivi avec ton sac à dos. Ah oui, mais ça, après, c'est la politique de la NFL, les sacs à dos. Bon, visiblement, on ne peut pas circuler partout en sac à dos. Mais donc, alors, attends, du coup, tu as eu le droit de rentrer avec parce que tu m'as appelé, je le dis aux auditeurs, tu m'as appelé avant le match je vois mon portable qui j'étais un sonne. peu inquiet quand même. Je vois que c'est Greg qui me dit t'es au courant pour les sacs à dos parce que là, ils vont pas vouloir me laisser rentrer en tribune de presse avec. Il y a un mec de la sécurité qui m'emmerde. Et je vais pas faire trop long parce que voilà, je suis souvent, je raconte souvent ma vie pendant les podcasts. Non, voilà, il y a une politique en NFL et c'est le cas chaque année. En effet, on demande à ce qu'il y ait un type de sac spécifique pour les spectateurs qui se rendent au stade. Pardon. Maintenant, forcément, en tant que représentant média, pour transporter le matériel, j'ai besoin d'autre chose que d'un petit sac à main transparent. Oui. Donc voilà, donc forcément, il y a des endroits au niveau de l'accès média, et c'est pour ça que j'étais un petit peu inquiet à ce moment-là, même si je voyais que les gens avaient quand même des sacs assez volumineux. Mais visiblement, aux alentours du Tottenham Hotspur Stadium, l'accès était très, très restreint aux gens qui avaient un sac à dos. Voilà. En gros, il fallait chercher l'accréditation, s'amuser à faire tout le tour. Donc, c'était quand même un petit peu pénible et chronophage. Donc, voilà, c'est juste là-dessus. Après, alors, ça m'a pas, comment dire, ça m'a pas perturbé mon expérience londonienne non plus. Alors, 2 questions très pratiques, très rapides pour terminer, mais parce qu'on nous l'a posé plein de fois en message privé, au moins ça répondra à l'audio à tout le monde. Est-ce que tu as dû faire un test PCR à l'arrivée ou en 2 jours, ou comment ça s'est passé? J'ai dû commander un test PCR pour attester du fait que j'y allais. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais oui, en gros, il faut un test 2e jour pour montrer patte blanche et pour montrer que, voilà, que tu es clean et que tu vas démontrer que tu seras clean en envoyant un test une fois que tu seras là-bas. D'accord, mais du coup, tu as eu le temps de le faire puisque tu rentrais le 2e. Je ne l'ai pas fait. D'accord. Je l'ai commandé parce que de toute façon, c'était une condition sine qua non. Sinon, si ça ne figurait pas sur le formulaire d'entrée, je ne pouvais pas accéder au territoire anglais. Et tu l'as payé? Bah oui, de il est toute payant, façon, concrètement, t'as pas. Oui, c'est payant. Ouais. C'est ça. Donc mais ça, c'est pour concrètement, accéder je au ne l'ai pas territoire. fait et personne ne me l'a demandé quand je suis rentré de France. Donc, et je sais plus s'il faut blacklisté du Royaume-Uni là, ça y est. Et je sais plus s'il faut être vacciné pour rentrer dans le stade en tant que spectateur parce que c'était obligatoire pour la presse. On a reçu des directives comme quoi il fallait être vacciné. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit obligatoire, mais en tout cas, oui, je te confirme, oui, ça pour la presse, ça l'était. Ouais. Bon. Et 2e question subsidiaire, est-ce que tu as eu le temps de manger des cookies? Pas trop, non. J'ai eu un week-end un peu chargé malgré tout. Donc, non, j'ai pas forcément eu le temps d'aller partout où je voulais aller. On passe au top et au flop. Ce sera mon flop. Je dis que ce sera mon flop parce que j'aurais aimé que Greg ait le bonheur de vivre ça, un petit moment de communion avec un Ben's Cookies. Quoi. Bah ouais, mais tu ne m'as pas rappelé. Moi, je t'avoue que. Sinon, je l'aurais calé quelque part dans le calendrier quand même. Quand est-ce qu'ils arrivent en France, eux, sérieux, là? Il faut qu'on se rende. Non, mais c'est vrai. Voilà. Bon. Top. Grégory, allez, t'es lancé. Mince, j'avais oublié. Attends, Raphaël. Vas-y, parce que je l'ai perdu de vue. Écoute, plusieurs trucs m'ont été pas mal cette semaine. J'aurais bien reparlé de Lamar Jackson, mais je vais passer à côté. Je veux pas enfoncer le couteau dans la plaie de votre réputation de haters. Sinon, Rashawn Slater, le rookie des linemen offensifs des Chargers, j'ai beaucoup aimé sa déclaration en plein match où il a expliqué, après le match du coup, il a expliqué à la presse qu'il avait demandé à ses coéquipiers, notamment Austin Ekeler, de ne pas venir l'aider quand il affrontait Myles Garrett en 1 contre 1. Parce qu'il préférait le faire tout seul et que ça le gênait d'avoir... Bref, j'ai bien aimé. Et je trouve que ça a l'air de correspondre en plus à la mentalité de cette équipe qui a l'air de vouloir... cette dynamique qui est autour de l'équipe. Et donc, j'espère que cette hype Chargers ne va pas nous péter en pleine gueule rapidement avec des mails cachés de je ne sais où ou je sais quoi. Parce que bon, on s'amuse bien pour le moment avec eux. Grégory. Ouais, alors du coup, non, c'était quoi? Ça a été publié un article aujourd'hui, mais je vais le dire quand même. Matt Ryan qui fait les 5000 passes complétées en carrière et qui est le 2e quarterback le plus rapide à le faire derrière Drew Brees. Ça vaut ce que ça vaut, mais encore une fois, je trouve qu'on tape beaucoup sur ce quarterback parce qu'en effet, il n'y a pas le côté glamour, parce qu'il a une mécanique de lancer parfois un peu dégueulasse, parce qu'il peut mettre parfois beaucoup de temps à lancer le ballon. Ça peut être extrêmement frustrant, hein, je suis le premier à le constater en fonction des matchs et des saisons, mais ça reste un joueur extrêmement régulier d'un point de vue carrière, quasiment jamais blessé, et avec un état d'esprit top, et qu'aurait mérité en effet une victoire au Super Bowl 51, mais bon, ça je ne vais pas y revenir. Donc voilà, ça me paraissait
important de le mettre en avant parce que voilà, je trouve que c'est comme Philip Rivers, même si je le trouve meilleur que Rivers en l'occurrence. Ça fait partie de ces joueurs, en effet, sur lesquels on tape facilement, mais qui reste quand même un des quarterbacks les plus prolifiques dans l'histoire de la ligue. Et tu fais bien de le préciser parce que tu l'as dit, il y a un article, mais j'ai sournoisement retitré ton papier original. J'ai même pas, voilà. Greg avait titré. C'est mon flop à moi. Je vous le dis, Greg avait titré sur les 5000 passes de Matt Ryan et j'ai modifié son titre pour prendre la décla. Je le dis, j'avais fait un titre putaclic, bordel. Ah mais non, mais du coup, moi je pensais que le mien était encore plus putaclic, si tu veux. Je me suis dit, Kyle Pitts, c'est un peu le buzz du moment, je vais retitrer sur Kyle Pitts. Ouais. Donc voilà, je suis désolé et tu as bien fait de reparler des 5000 passes en top. Voilà, il faut savoir que des fois, je retitre les articles des rédacteurs. On était sur quoi? Ah oui, un top pour moi. Et ben Lamar Jackson. Incroyable joueur. Incroyable joueur. 1860 yards en attaque cette saison. Saviez-vous qu'à lui seul, il est la 15e attaque de la NFL? C'est incroyable. Après, c'est vrai que ça a été souligné, mais il fait quand même 504 yards sur les 560 de son équipe. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Il est à 8 sur 8 sur les passes de plus de 10 yards aussi. Pour 187 yards. Donc voilà, mais moi, je m'en fiche qu'on me traite de hater. On m'a traité de hater sur les 32 équipes, je pense, en 10 ans d'émission. Donc, je m'en fous. Ça ne m'empêche pas de trouver qu'il est super fun à jouer. Et quand je ne le trouvais pas au point à la passe, je le disais, s'il le devient, tant mieux pour lui. C'est ce que je dis à chaque fois. Là, il est hyper fun à jouer. Donc, tant mieux pour lui. Et donc, non, je ne pleure pas. Je n'ai pas des larmes de rage quand j'ai écrit les papiers sur Lamar Jackson, comme certains ont pu le suggérer. Je vous jure que ma vie serait vraiment compliquée si c'était le cas à chaque fois que je dois écrire sur certaines équipes ou sur certains joueurs. Je vous jure, j'ai pas le temps pour ça. Vos flops. Allez, Raphaël, tu as commencé sur les tops, tu commences sur les flops. Les flops, forcément la blessure de Russell Wilson, une année de plus où Russell Wilson ne pourra pas remporter ce trophée de MVP que je lui promets depuis au moins 2-3 ans. Donc, je crois qu'il va faire une Drew Brees qu'il n'aura jamais. Ouais, franchement, je serais pas étonné. Parce qu'il y a d'autres jeunes quarterbacks qui poussent là derrière. Donc, les Seahawks se sont globalement construits suffisamment bien pour être bons, mais peut-être pas suffisamment bien pour être excellents. Donc, ouais, pas improbable. Grégory. Faut en parler de Nat Campbell quand même, c'est chaud. Hein. Bon sang, c'est chaud. Attends, non, mais moi, je veux bien le délire des grands nounours au cœur tendre et tout machin, du mec, ouais, on a des couilles, mais derrière, voilà. Mais franchement, tu tombes dans cet état-là. Alors, je te rejoins sur tout ce que tu as dit tout à l'heure. Déjà, le fait de se mettre dans cet état-là quand tu sais dans quel état est la franchise dans laquelle tu arrives, où il y a quand même une reconstruction assez notable. Alors, OK, il y a 2 fins de match un peu problématiques où, en effet, tu perds 19-17 sur un field goal à la dernière minute, tout ça. Mais moi, c'est ce que je disais sur le Slack du site. Dans quel état il se serait mis s'il était à la place de Dan Quinn ou de Kyle Shanahan? Ça aurait été un massacre. Franchement, je ne comprends pas. Tu te mets dans cet état-là pour une... En plus, c'est quand même pas des matchs où les Lions, genre, ils mettent de 20 points, quoi. Oui. C'est des fins de match, genre, Détroit fait on a peut-être une chance de l'avoir, celui-là. Ah bah non, raté. Oui, c'est la vie en NFL, quoi. Non, mais voilà, je veux dire, tu te mets dans cet état-là, mais t'as pas fini. Je veux dire, le pauvre, faut lui donner des médicaments, faut faire quelque chose. Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fond, au sens où alors, j'ai absolument rien contre le fait qu'on chiale en conférence de presse si on a envie de pleurer. Ça, c'est absolument pas un problème. Je tomberai jamais sur quelqu'un pour ça. Mais en effet, ce que je trouve un peu en décalage aussi, c'est ça, c'est que il attendait quoi en fait? C'est-à-dire qu'il arrive aux Lions où il y a un effectif où il y a quasiment rien. Donc évidemment, je comprends qu'il ait envie de gagner un match et tout, mais c'est le 5e match de la saison et l'état psychologique de lui et Urban Meyer depuis le début de l'année pour des mecs qui arrivent dans les que t'envoies à tes joueurs de l'année, c'est quand même déjà ton quarterback c'est Jared Goff qui est quand même pas d'une stabilité mentale absolument dingue sur un match. C'est le message que tu envoies à tes joueurs quand tu te dis je pensais qu'on allait l'avoir, mais finalement c'est foutu. Ouais, je sais pas, c'est pas possible. Ouais, non, c'est pas possible. Je sais pas là-dessus. Je suis pas certain vis-à-vis des joueurs. Oui, il est impliqué. Parce que je pense qu'il des mecs à qui tu dis allez-y les gars, on est sur le terrain et dès que ça passe pas dans qu'il arrive, il nous manquera le fait de pas être dans le vestiaire et pas voir vraiment comment ça se passe. Mais je sais pas, des joueurs, tu sais pas comment les gens peuvent réagir à ça. Certains peuvent se dire ok, c'est un coach qui croit vraiment en nous, qui se donne et il fait pas que juste nous engueuler et nous dire qu'on n'a pas. Enfin, tu vois, je sais pas. Je dis pas que ça donne une bonne image auprès des joueurs. Hein, mais je serais pas aussi certain que c'est catastrophique vis-à-vis des joueurs. Tu vois, moi, pour être entre les deux, je l'aurais pas mis en flop, mais en effet, ça m'a étonné au sens où
waouh, il se met dans un sacré état après 5 semaines de saison régulière dans une des pires franchises de la ligue, quoi. C'est compliqué. bien Encore sûr, une fois, bien sûr. lui est meilleur. Ils ont l'air au bout du rouleau. Alors, surtout meilleur, mais Pas le même style. pas le même style. Pas le C'est pas, même- c'est ouais. c'est Ça, pas, c'est sûr. Ouais. c'est pas Ouais, le moi, même pour moi, défi. pour moi, c'est un flop communication, encore une fois. Alors après, on peut voir, il y a deux écoles, on peut voir la chose de deux angles différents, mais oui, non, pour moi, c'est quand même un gros flop communication parce que voilà, c'est une année de reconstruction, c'est une année de transition, et dès la première année, tu as le head coach qui est limite au point de se trancher les veines en conférence de presse sur un field goal perdu contre Minnesota, quoi. Je vais dire bon sang. C'est vrai. Gardons la ouais. perspective, quoi. Ouais. Ouais. Bon, en parlant de se trancher les veines, alors évidemment, je vais pas radoter. T'imagines ce qu'il a dû faire quand il a appris l'échange de Stafford-Goff? Oh la vache. Ça devait quand même être. Je Wow. m'étonne. Bon, J'espère qu'il moi, était au courant, le pauvre. moi, pour mon flop, je vais pas radoter. Je vais pas vous dire que les kickers ont manqué 13 extra points cette semaine et que c'est la plus grosse loose d'extra points depuis la création du Super Bowl. D'accord? Je vais pas vous dire qu'il y a eu 27 coups de pied manqués si on cumule les field goals et les extra points et que c'est le plus gros total combiné depuis 1987. Non, je ne vais pas vous dire ça. Je vais être positif. Je vais plutôt donner un deuxième top. C'est la NFL en Allemagne. Je suis chaud bouillant. Ils ont annoncé les 3 villes là aujourd'hui et j'ai vraiment envie d'aller en Allemagne. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a des Ben's Cookies. Du coup, pourquoi tu nous le fais en flop? Non, je le fais en deuxième top. Non, non, Ah il y oui, a bien d'accord, des- pardon. pour dire- Ok, j'ai C'est pas- pour dire que je ne vais pas être négatif. C'est mon deuxième Ok, top. pardon. Et je suis méga chaud sur la NFL en Allemagne. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, les villes finalistes sont Düsseldorf, Francfort et Munich qui va gagner. Moi, Ouais, je je- serais incapable de je- le placer- je serais incapable de le placer sur une carte. Pour savoir qui est le plus proche de la France potentiellement. Mais... Ah, Munich. Enfin, ça Mais- dépend. c'est Notamment, pas du seul- notamment si t'es en Alsace, Munich, c'est vraiment pas loin. Ah, je Attends, pense. c'est où Düsseldorf? Eh ben, alors, tu vois, excellente question. Düsseldorf, j'avoue que Düsseldorf. Enfin, Francfort et Munich, je vois le truc. Düsseldorf, j'avoue que. Je suis en train Je de regarder. m'excuse auprès des germanophiles qui nous écoutent, mais Ouais, je suis en train de regarder. reconnais Ah, complètement Raoul il est a en train de cru- nous insulter. Et ben, Düsseldorf, c'est pas très loin de la France. Ah Ah, non, c'est pardon, bon. non, j'ai rien dit. Ouais, non, c'est assez haut. C'est vraiment à côté des Pays-Bas. C'est juste à droite des Pays-Bas. Déjà, quand un mec commence par dire que c'est à droite, en termes de C'est géographie, tu C'est sais juste que à l'est des Pays-Bas. Voilà, c'est juste à l'est des Pays-Bas. J'ai l'impression que c'est entre les États-Unis et le Japon. C'est ça. Non, mais vraiment, c'est pas. Ouais, non, c'est Francfort le plus près, a priori. Ok. Le plus près de la France, c'est Francfort. Ouais. Avec l'autoroute, en plus, il n'y a pas de limitation de vitesse. On va pouvoir bombarder pour y aller. Ah, mon gars. 3-4 heures, on y est, c'est bon. Et puis Paris, bien sûr. Ouais, bon, nickel. Pour l'Allemagne, impatient d'y aller. J'ai vu quelqu'un, un de nos abonnés Wunderbar. Twitter, un de nos abonnés Twitter dire en plus la bière là-bas est pas tiède et elle est fraîche, donc ce sera mieux. Mais bon, on est d'accord que c'est Munich qui va gagner. De toute façon, ils ont le plus gros stade, ils ont la plus grosse puissance économique. Voilà. Bon, a priori, on est pas mal. Donc voilà pour l'épisode 439 du podcast Jean Actu. On remercie tous ceux qui nous écoutent et on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee cette semaine. On remercie Shogo, Emilien, Fabien Aubard et Setsuna. Pour nous suivre les réseaux sociaux, @TDActu sur Twitter et Facebook, @JeanActu sur Instagram, @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @Thilo Radiosa pour Greg et Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Et on vous dit à jeudi dans l'émission preview avec Lucas. Merci beaucoup. Bonne semaine. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.